Même avec l'oxygène, tu es à 170 pulsations minute. Ça veut dire que chaque pas que tu fais, tu respires comme ça. Et la connerie, elle est très simple. C'est je suis fatigué, je m'assois, je m'endors, je suis mort. Si par exemple toi tu commences à geler du nez, des pommettes ou des oreilles, tu le sentiras pas parce que le froid est anesthésiant. Donc le seul qui le verra, c'est moi. Avec un choc effectivement que moi j'avais pas bien anticipé, c'est que sur la montée tu croises des cadavres, la descente aussi. J'ai surestimé mes capacités à le faire. Et là c'est pas du tout des capacités techniques, c'est des capacités physiques et donc mentales derrière, quoi. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leurs visions, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Très heureux d'être là pour ce nouveau numéro de Vision avec un intervenant, cette fois un aventurier. Un aventurier qui a fait des choses incroyables, qui a parcouru le monde, qui a vu des choses, qui a visité des destinations assez extrêmes, mais à la fois magnifiques. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jérôme Brisbourg. Salut Jérôme. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu ? Très très bien, très très bien. Bon, merci de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Sans plus tarder, on va commencer par le commencement. Est-ce que déjà tu peux te présenter succinctement ? Écoute, volontiers, je m'appelle Jérôme Brisbourg, j'ai 48 ans, marié, 2 filles, 12 et 14 ans. Je vis en région parisienne et puis depuis une vingtaine d'années, j'ai effectivement développé parallèlement à une vie personnelle et professionnelle ordinaire, des challenges à relever qui sont plutôt en milieu extrême. Tu parlais tout à l'heure d'aventure, oui, c'est l'ascension des plus hauts sommets de chaque continent, c'est aussi des traversées de calottes glaciaires comme le Groenland, et aussi donc aller au pôle Nord et au pôle Sud. Donc tout ça, en fait, au final, ça fait que à ce jour, j'ai accompli ce qu'on appelle l'Explorer Grand Slam. Donc l'Explorer Grand Slam étant la combinaison de 2 types de challenges, le challenge d'alpinisme, donc les 7 Summits, le sommet le plus haut de chaque continent, et puis de rallier le pôle Nord et le pôle Sud en ski poulka. Ski poulka, donc c'est ski avec un traîneau derrière, ou une espèce de luge dans laquelle en fait il y a tout. Donc il y a toute sa vie. Il y a toute sa vie, il n'y a pas son œuvre parce que c'est trop lourd à porter. Mais il y a effectivement la tente, le réchaud, la nourriture, l'équipement, et donc ça vous amène à traîner des charges de 90 kg pour 35 jours d'autonomie en fait. D'accord. C'est assez lourd. On va revenir là-dessus. Et à côté de ça, donc dans ta vie professionnelle, donc dis-nous un petit peu plus succinctement sur ton activité. Oui, donc là, ces aventures occupent une partie de mon temps, préparation et puis bien sûr la réalisation, et l'autre partie de mon temps, donc c'est la famille et aussi donc l'aspect professionnel. Je suis co-gérant d'une société de formation qui s'appelle Virtuous 7, et on fait de la formation à l'adresse de managers et de commerciaux, plutôt sur des logiques de performance individuelle et collective. Donc voilà, pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur quotidien, dans leur profession au quotidien. Donc une vie bien remplie.
Oui. pas mal de choses. Moi, bien rempli, ça veut dire beaucoup d'arbitrage en fait. Ah bah bien sûr, on va y revenir des choix aussi. Voilà, dans le choix, je ne suis pas aventurier à temps plein, comme je ne suis pas professionnel à temps plein, comme je ne suis pas à temps plein, donc c'est un arbitrage de choses et c'est rendre possible effectivement un ensemble de projets personnels, professionnels et d'aventures. Donc c'est des équations complexes parfois. Ouais, ça j'imagine, mais on va y revenir aussi, parce que ça, la gestion du temps, c'est quelque chose d'important. Moi, je voulais revenir un petit peu au commencement. Ça t'est venu d'où ce goût pour l'aventure, en fait? Alors, je suis pas né avec. Tes parents n'étaient pas aventuriers, non? Pas du tout. Donc moi je suis originaire de Bordeaux, donc pas proche de Calotte-Glacière et ni trop proche de la montagne, plutôt de la mer. Voilà, moi j'ai des parents, mon père était technicien dans une entreprise, enfin dans une industrie constructeur automobile, ma mère était employée de banque, voilà, et puis en fait moi je me destinais plutôt à être professionnel de football. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, voilà, dans la banlieue de Bordeaux, où j'habitais, dans un club qui s'appelle Les Innes. Enfin bon, voilà, un tout petit truc. Et puis, j'ai adoré ça, j'étais gardien de but, et finalement, j'étais d'un niveau correct. J'ai eu quelques sélections locales, régionales. J'ai été repéré par les Girondins de Bordeaux, par le centre de formation des Girondins de Bordeaux. Et puis, j'étais au centre de formation des Girondins de Bordeaux de 14 ans, c'est ça, ou 15 ans, je ne sais plus exactement, jusqu'à 19 ans, en fait. Et n'ayant pas eu de contrat pro, la carrière n'a jamais décollé. D'accord. Mais effectivement, moi, mon enfance, c'est le foot, la passion du foot, le rêve d'être professionnel. Beaucoup de temps consacré, effectivement, aux entraînements. Pour être très concret, j'étais externe au centre de formation. Ça veut dire que je dormais chez mes parents, j'allais dans une école normale avec la scolarité normale, et tous les soirs, en sortant d'école, entraînement le samedi, quand on jouait, même samedi matin quand on jouait le samedi après-midi, ou samedi matin quand on jouait le dimanche. Bref, beaucoup d'investissement sur la volonté de réaliser ce premier rêve qui est d'être professionnel de foot. Voilà, j'étais avec du Gary, parce que c'est par génération d'âge, donc on était ensemble, et en fait, effectivement, dans la tranche d'âge, il n'y a que lui qui a percé. Donc, les autres, soit ils ont joué dans certains clubs, mais pas dans l'élite. D'accord, comme quoi le football, c'est vraiment un milieu où c'est vraiment une très faible partie qui arrive à réussir à en vivre, en fait, à intégrer les clubs professionnels. En fait, la sélection est coriace, est atroce, en fait, en l'occurrence. C'est vrai que quand tu regardes ça de l'extérieur, tu vois les stars qu'on voit à la télé, qui font rêver, qui sont riches, qui sont très très doués, des Mbappé, des Neymar et tous les autres. Voilà, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Déjà en Ligue 1 ou en Ligue 2, ils n'ont pas tous le même niveau, ni de carrière, de potentiel de carrière, ni de rémunération. Et puis après, il y a beaucoup effectivement d'échecs. Ouais. Et moi, c'était le contrat que j'avais avec mes parents. C'était dit, ok, tu peux... parce qu'ils ne croyaient pas dans le foot. De footballeur. Pourquoi? Parce que c'est très fragile. Moi, j'ai eu des amis à 16 ans, 17 ans, ils étaient blessés, et donc la carrière était mal embranchée, quoi. Donc c'est vraiment très risqué comme métier. Donc ils m'ont dit, ok, tu continues à faire du foot si tu es très bon à l'école. D'accord. Donc l'exigence et le contrat que j'avais moi avec les parents, c'était d'être bon à l'école. Et donc du coup, quand moi j'ai arrêté le foot, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une prépa HEC, et puis après j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. Donc j'ai continué les études, quoi, jusqu'à d'ailleurs un DEA par la suite. Donc en fait, ce qui m'a sauvé, c'est quand même, effectivement, les parents m'ont tenu pour dire, attention, l'exigence, c'est oui, tu t'investis dans le foot, oui, tu peux essayer de vivre ton rêve, mais en tout cas, on assure la partie scolaire, quoi. Et pour répondre complètement à ta question, donc ça, et puis l'alpinisme, quel est le lien? En fait, il y a un premier lien qui est pour moi l'expression de l'esprit de compétition, du dépassement, de l'engagement.
que j'ai découvert en fait quand j'étais au centre de formation. C'est-à-dire que ça, c'est les règles du jeu d'un centre de formation. Et après, on ne sait pas si on les a ou on les a pas. Et en fait, voilà, moi, c'est un milieu qui me plaisait. C'est très dur, mais c'est un environnement qui me plaisait. En plus, ce gardien de but, tu as une grosse responsabilité. Enfin, on peut perdre un match et une belle pression, je pense. Voilà, si tu as fait une boulette, je veux dire, tu réduis à néant tous les efforts de toute l'équipe. Donc, il y a une sacrée responsabilité. Mais c'est un environnement dans lequel, finalement, moi, j'ai identifié des ressources, des choses qui étaient importantes pour moi. Enfin, une intensité de vie qui était exceptionnelle. Enfin, je veux dire, chaque match du week-end était un grand rendez-vous. Quand on commence à jouer, en plus, avec des spectateurs autour, enfin, il y a un engagement, une intensité de vie qui est fabuleuse. Alors, j'ai pas connu, il faut être clair, j'ai pas connu le haut niveau, mais juste ça déjà, c'est très stimulant. En tout cas, moi, ça me stimulait beaucoup. D'accord. Et alors, l'alpinisme, ça t'est venu comment? En vacances et par hasard? Le déclic. Le déclic, c'est déjà les lectures. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je lisais des livres d'aventuriers. Ouais. Donc des skippers, des alpinistes. Après, l'histoire des pôles aussi. Il y en a un qui t'a marqué, un de ces bouquins en particulier? En fait, j'étais plutôt tourné skipper. D'accord. Alors, je connais absolument pas skipper. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Skipper, c'est donc ceux qui partent à la voile. Là, d'accord. On a actuellement le Vendée Globe Challenge ou alors le trophée Jules Verne. Et effectivement, cet environnement-là, de se retrouver seul au milieu des éléments, donc avec une machine, à jouer avec ces éléments-là et faire au mieux, c'est quelque chose qui me fascinait. Et c'était c'est quoi, un magazine qui s'appelait Skipper ou Non, des livres sur les skippers. En fait, voilà, c'est des livres qu'on retrouve. Des biographies ou des histoires de challenge, de trophées, de choses comme ça, quoi. Et en fait, ce qui a dû me marquer, c'est effectivement voilà, cette rencontre avec les éléments externes. Et après, voilà, l'idée de se dire comment on fait au mieux par rapport à ça, comment on joue sa carte, comment on joue avec les éléments pour faire sa trajectoire, pour découvrir donc un nouveau territoire, faire l'ascension d'une montagne, etc. Et moi, ça m'a donné envie aussi de me confronter à ce genre de situation et de le vivre physiquement. En fait, la lecture, c'était satisfaisant intellectuellement, ça me faisait rêver. Ça plonge dans l'imaginaire. Voilà. Et donc, petit, j'avais déjà en tête, j'étais adolescent, mais j'avais déjà en tête de me dire, tiens, en termes de rêve, moi, je serais content d'aller poser mes pieds sur l'Everest, je serais content d'aller poser mes pieds au pôle Nord, d'aller voir comment c'est le pôle Sud, parce que j'en ai une représentation, il y a des photos, mais concrètement, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en Antarctique? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur la banquise? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le toit du monde? Donc, voilà, ça m'a créé un désir de ressentir physiquement ces milieux-là. Bon, c'est rigolo, j'ai lu des trucs sur les skippers essentiellement, puis en fait, j'ai pour l'instant fait que des projets où c'est à terre, sauf la banquise où on flotte sur l'eau, mais j'ai pas encore exploré le monde de la voile, mais ça ne saurait tarder. C'est-à-dire que je faisais avec mon père de la voile d'eau douce, puisque en fait les loisirs qu'on avait l'été, on allait, il y a des petits lacs dans la région de Bordeaux, et j'allais faire du catamaran avec mon père, du Hobby 416 en eau douce. Je vois très bien. Le côté skipper marin, pas du tout, quoi. Ouais, mais bon, c'était une première approche. C'était une première initiation. Ouais. Et alors du coup, donc la montagne, ça a été quand la première connexion entre guillemets, dirais-je, avec la montagne? La première connexion, c'est déjà j'allais au ski dans les Pyrénées, mes parents. Bon, voilà, mais très bien, mais ça c'est super encadré puisque j'ai jamais fait de hors-piste quand j'étais jeune, interdit par mes parents. Et la première connexion réelle, en fait, c'est à l'âge de 20 ans, j'avais une copine, voilà, on était en école de commerce, et qui avait son oncle qui avait fait ce qu'on appelle le landinisme. Landinisme, on a l'alpinisme, c'est les Alpes, c'est l'ascension de sommets alpins, et l'andinisme, c'est dans les Andes, donc c'est en Amérique du Sud, et qui allait pratiquer quelques sommets par là-bas. Et donc il habitait près de Limoges, et un jour il nous a invités, donc ma copine et moi, à aller se cramponner sur les pentes du Puy de Sancy. Donc ma découverte du cramponnage, la première utilisation d'un piolet, d'être encordé, tout ça, c'est sur les pentes du Puy de Sancy. Le Puy de Sancy, ça se trouve où? C'est vers Limoges, c'est ça? Alors c'est en fait le massif central, donc voilà, on avait fait 2 heures de route, plus ou moins, ou 3, je ne sais plus, puis on avait été il avait tout le matériel, quoi, donc du coup c'était ma première. Et puis en fait, ma copine de l'époque n'était pas du tout rassurée, donc à un moment donné ils se sont encordés que tous les deux, et moi ça s'est mal passé, ou en tout cas ça aurait pu plus mal se passer que ça. C'est qu'en fait la neige était lourde, donc j'ai dévissé. Et j'ai fait une chute de
150 mètres. Ah oui. Sur une pente de neige, donc il s'est rien passé. C'est-à-dire que j'ai pas fait une chute. Glissé, c'est voilà le Puy de Sancy, voilà, c'est des pentes de neige. Donc puis je suis parti dans le brouillard. En fait, je savais plus où j'étais. Mais j'ai parti juste comme en toboggan. Quoi. D'accord. Donc ça aurait pu me calmer, mais non. Mais non. Bon, rien de grave. Tu t'es pas. Non. Voilà, mais non. Tu t'es C'est pas après. blessé, Enfin, je veux dire, là, quand tu démarres une activité comme ça, Mathieu, faut être concret. T'es au niveau de l'inconscience. C'est-à-dire, tu mesures pas les dangers puisque tu les connais pas. Donc pour moi, j'ai glissé. Bon, il n'y avait pas de rocher, il n'y avait rien. Mais ça arrive. C'était presque entre guillemets un truc ludique. Puis c'était la première fois que je faisais un grand toboggan de 100 mètres. Quoi. D'accord. Qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, je me dirais, mais quelle prise de risque. Il suffit qu'il y ait un caillou qui dépasse et enfin, je m'explosais, quoi, parce qu'avec la vitesse de chute, là, c'était vraiment extrêmement dangereux. Mais bon, là, c'est comme si j'avais glissé sur une piste de ski, quoi, quasiment, un peu pentue, mais une piste de ski. Quoi, donc donc, pas de grosse frayeur et l'envie donc de continuer. Ouais. Et alors du coup, après ça, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit c'est génial, faut que je continue, faire du toboggan Ouais, non, pas du toboggan du tout. Non, je me suis dit, donc j'ai rencontré ma future femme, et puis elle est assez sportive, ma femme, donc du coup on se disait qu'on allait faire quelques challenges. Et l'un des premiers challenges qu'on s'était fixé, c'était de se dire, tous les deux, on va faire l'ascension du Mont Blanc. Donc elle avait aucune expérience d'alpinisme. Moi, j'avais cette expérience malheureuse de l'alpinisme. Donc autant dire qu'on était tous les deux débutants. Donc du coup, ce qui m'a amené après, je reprends. Mathieu. Donc ce qui m'a amené, c'est vrai, suite à cette expérience sympathique, mais qui aurait pu tourner mal. Voilà, ce qui m'a amené à l'alpinisme, c'est donc déjà la rencontre avec ma future femme, qui est plutôt sportive, et avec qui on s'était fixé comme challenge de faire l'ascension du Mont Blanc. Donc avec tous les deux un niveau de débutant en fait en l'occurrence. Donc il y a la symbolique du Mont Blanc, le toit de la France ou a priori le toit d'Europe. Et tu te dis on est débutant, donc on a fait ce qu'on appelle un stage Mont Blanc que tout le monde peut faire. C'est en fait une semaine qui est organisée comme suit, c'est-à-dire que pendant toute la semaine tu t'acclimates. Tu apprends à encorder, tu apprends à utiliser tes crampons, à utiliser ton piolet, à la montée, à la descente. Donc c'est de la préparation à la fois physique à l'acclimatation et technique, donc avec les techniques d'alpinisme. Et l'engagement, c'est que si tu es prêt physiquement et que tu as un peu compris comment ça marche techniquement, à la fin de la semaine, tu peux tenter le Mont Blanc. Et donc avec ma femme, on était prêts techniquement et physiquement, et donc on a tenté le Mont Blanc. Et là, moi, je considère qu'on a eu ce qu'on appelle la chance des débutants, parce que les conditions étaient bonnes. On est monté au sommet par la voie normale, et puis on est redescendu par la voie normale. Donc, pour moi, l'alpinisme, c'était merveilleux. Tu te prépares, tu tentes, il fait beau, tu arrives au sommet, tu fais une super photo, tu redescends, et c'est magnifique. Quoi. Et c'est toujours facile. Et c'est toujours facile. Et aujourd'hui, avec du recul, Mathieu, je vais te dire la réalité, c'est que je l'ai tenté 4 fois le Mont Blanc, et en fait, plus ça allait, plus j'étais compétent en alpinisme. Mais en fait, j'ai réussi que 2 fois. Donc, c'est pas parce que tu es plus compétent, ça c'est un enseignement effectivement que j'ai appris à mes dépens. C'est pas en montagne, c'est pas je veux, je peux. C'est je veux, donc je me donne la possibilité de tenter, mais encore faut-il que les conditions soient là pour que tu puisses tenter. C'est jamais toi qui as le mot de la fin. Quoi. Voilà, tu as la chance ou tu n'as pas la chance, après tu la saisis ou tu la saisis pas. Ouais. Mais la règle numéro 1, c'est déjà est-ce que tu as la chance. C'est-à-dire que si c'est avalancheux, sauf si tu es suicidaire, mais effectivement, si c'est avalancheux, tu redescends. Tu prends pas le risque de braver une avalanche, en fait, t'as aucune chance. Quoi. Alors, donc ça, la première ascension du Mont Blanc avec ta femme, c'était en 2002, c'est ça? 2002, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, du coup, est venu quoi après? Parce que le challenge Seven Summit, il est venu tout de suite après, ou est-ce que vous avez continué l'alpinisme Comment ça s'est passé? Alors, déjà, moi, les Seven Summit, à cette époque, je ne connaissais pas. Ce challenge-là, je ne connaissais pas. Une fois qu'on a réussi le Mont Blanc, on a continué avec mon épouse. Et donc, on a été se challenger sur le Kilimandjaro, donc, en Afrique, en Tanzanie. Le Kilimandjaro fait combien Il fait, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il doit faire 5000... alors, c'est presque 5900, ça doit être 5895 mètres. Quoi, quelque chose comme ça. L'avantage du Kilimandjaro, c'est que... il est accessible à tout le monde, c'est-à-dire c'est de la randonnée, donc il n'y a pas de technique d'alpinisme engagée. D'accord. La seule difficulté, c'est que c'est fait comme ça pour que ça rentre dans une semaine, c'est-à-dire que si tu prends 15 jours, tu peux faire une semaine de Kilimandjaro et une semaine un petit safari. Donc en fait, il propose ça sur une semaine, ce qui veut dire qu'en 4 jours, tu passes de 2000 mètres d'altitude à quasiment 6000 mètres.
Et c'est ça qui est le plus dur, et le taux d'échec s'explique par ça, puisqu'en fait, au-dessus de 3000 mètres, ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps, pour s'acclimater, il peut absorber un écart de 400 mètres par jour. C'est-à-dire qu'entre la nuit que je vais passer, la nuit précédente et la nuit que je vais passer ce soir, c'est 400 mètres. Et s'il y a 400 mètres, le corps a le temps de créer les globules rouges qui te permettent de t'acclimater. D'accord. Donc là, ça, c'est à partir de 3000 mètres, ça. Plus ou moins à partir de 3000 mètres, ça dépend des corps, ça dépend des conditions, ça dépend s'il fait froid, etc. Mais c'est à peu près ça. D'accord. Et en fait, ça veut dire que là, tu fais 1000 mètres tous les jours. Ouais. Donc tu es dans le rouge dès le premier jour, en fait. Ouais. Et le taux d'échec s'explique effectivement à la fin, quand tu es à quasiment 5000, le dernier camp que tu vas taper 6000, c'est dur pour le corps. Pas physiquement sur le fait de marcher, mais le corps il n'est pas acclimaté, donc tu n'as pas assez de globules pour absorber le manque d'oxygène. Ouais, donc ça se traduit comment les symptômes de ça? C'est le fatigue, mal de tête. C'est les symptômes du mal aigu des montagnes. Donc il y en a, de mémoire, tu en as 12. Le premier, c'est effectivement celui que tu cites, Mathieu, c'est le mal de tête. Tu peux avoir des nausées, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Des hallucinations aussi. Tu n'arrives pas à dormir. Après, quand ça commence à aller un peu plus loin, voilà, c'est des hallucinations. Et puis après, tu as des débuts d'œdème qui peuvent être des œdèmes pulmonaires ou des œdèmes du cerveau. Ouais, c'est quoi, désolé, un œdème en fait C'est quand l'eau, en fait... alors l'œdème pulmonaire, c'est quand l'eau passe dans tes poumons. D'accord. Donc en fait, concrètement, tu finis par te noyer. Donc en fait, c'est quoi? C'est que tes poumons ne sont plus capables de... c'est la différence de pression. En fait, c'est la différence de pression que tu as entre l'air et la capacité que en fait, tes alvéoles ont d'absorber plus ou moins l'oxygène. En fait, tu as moins de pression, plus tu montes et moins tu as de pression. Okay. Et donc, comme t'es pas, et donc l'eau pour compenser le truc, enfin du coup, ton corps met de l'eau dans les poumons. D'accord. Comme ton cerveau, en fait, comme il n'a pas assez de sang, ton corps met de l'eau dans le cerveau. Ok. Du coup, tu fais un œdème et donc il se gonfle et en fait, il finit par te... alors je te fais le geste là, mais on a deux artères derrière là dans la nuque, et donc comme il gonfle, il finit par boucher, comprimer ses artères et il n'y a plus de sang, et donc là ça va plus bien du tout. Okay. Voilà. Donc tousser, comme on peut faire tout un chacun, quand on est là-haut, c'est un symptôme. Ça veut dire que déjà, après, quand tu commences à avoir de l'eau dans les poumons, je l'ai vécu sur l'Everest avec un Sherpa qu'on a redescendu. Ouais. Quand tu parles, tu commences à faire c'est-à-dire tu fais un peu des bulles. Oui. D'accord. Enfin, le symptôme, il commence à être évident, mais ça commence à être un peu tard. Donc il faut agir très très vite quand il se passe ce genre de choses. Alors, là, le Kilimanjaro, du coup, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Donc, vous réussissez. Donc on n'a pas pris la voie normale, dite Coca-Cola, c'est-à-dire tu as des refuges tous les jours. On a pris une voie plus sauvage, donc on dormait sous tente toutes les nuits. Donc voilà, un rapport avec l'environnement qui était bien plus intéressant pour nous, en tout cas, en fonction de ce qu'on recherchait. Et là, à nouveau, réussite, quoi. Donc moi, j'étais encore dans l'idée, quand tu veux, tu peux. Voilà, tu décides de le faire, tu t'entraînes, tu es prêt, puis tu y vas, quoi. Et suite à ça, donc moi j'ai voulu un peu aller plus loin. Donc je suis allé faire des sommets en Équateur. Donc en Équateur, la chance qu'on a, c'est la cordillère des Andes, c'est le haut, donc c'est l'allée des volcans plus ou moins là-bas. Et c'est que sur 15 jours, tu pars 15 jours, tu peux tenter 5 sommets, dont un qui est à 5002, qui est le Cayambe, un qui est à 5009, qui est le Cotopaxi, qui est un volcan parfait, quoi, vraiment le cône, quoi. Et puis le sommet en fait de l'Équateur, qui est le Chimborazo, qui fait 6400 mètres. Et ça en 15 jours, donc ce qui est chouette, c'est que tous les jours tu tentes un sommet qui est de plus en plus haut. Et comment tu fais? Parce que tu as des camps de base qui sont déjà très élevés, non? Ah, c'est très simple en fait. L'Équateur, je le recommande pour tout le monde, c'est que tu as un camp de base, parfois tu peux y arriver en voiture. Ok, donc par exemple sur le Cayambe qui fait 5002 de mémoire, plus ou moins. Tu as un refuge qui est à 4007 ou 4005, un truc comme ça, et puis en fait tu as un chemin qui t'amène plus ou moins jusqu'à 3008 ou 4000 en voiture. Ça dans la journée, et donc tu montes le soir, tu dors au camp, tu fais ton sommet, tu redescends, et puis le lendemain soir tu es à l'hôtel en fait. C'est magnifique pour ça, quoi. C'est en fait, tu fais hôtel, refuge, sommet, puis tu redescends, t'es hôtel, bus pour aller un petit peu plus loin, pour aller en chercher un autre, etc., quoi. Ah, ok, donc c'est vraiment. C'est pas complètement sauvage. En fait. Ouais, j'imagine. C'est pas le trek d'approche qu'on voit sur d'autres sommets, mais pour moi, c'est un excellent apprentissage, puisque globalement, on a commencé à 3006, après 4002, après 5002, le Cayambe, on l'a raté, il y avait trop de vent.
Donc on est sorti du refuge et puis on est rentré. Il y avait, sur l'arête, il y avait des 100 km/h de vent. Donc là, tac. Ah oui. Le Cotopaxi, on l'a réussi. Donc ça, c'était magnifique d'être au sommet de ce volcan parfait qui est un cône avec en plus, il est actif. Donc il y a quelques... On n'a pas vu de lave, mais tu vois de la fumée. Et puis surtout, comme c'est un cône, tu as l'ombre portée avec le soleil. Et dans la plaine, tu vois un grand triangle qui s'étale sur des kilomètres. Donc ça, c'est magnifique. Et puis après, le Chimborazo, on l'a pas réussi. On s'est arrêté, je crois que c'était à 5009. Il y avait de la glace vive. Et là, collectivement, le groupe, on n'avait pas le niveau. Et même moi, je reconnais, j'avais pas le niveau. Qu'est-ce que c'est de la glace vive ? La glace vive, c'est du verglas. C'est-à-dire que là, la difficulté qu'on a, c'est que... Donc elle est bleue. Glace vive, d'une manière générale, elle est bleue, d'une manière générale. Donc elle est très dure. Et tu n'arrives pas à cramponner, tu n'arrives pas à enfoncer véritablement tes crampons. C'est trop dur. Voilà, c'est trop dur. Donc il faut y aller comme un malade pour enfoncer tes crampons. Et il faut assurer chaque pas. Parce qu'en fait, tu as un tout petit bout des crampons qui arrive à s'enfoncer. Donc quand tu n'as pas trop de pente, c'est pas très grave. Quand on traverse une rue qui est verglacée, si on a de tout petits crampons, mais pas besoin d'avoir des crampons d'alpiniste, ça va. Mais dès que ça monte, et puis tu pars en glissant, quoi. Et donc si tu pars en glissant, que tu as encordé, t'amènes tout le monde, quoi. Donc là, hop, on est rentré. Donc là, j'ai quand même commencé à apprendre que c'est pas quand on veut, on peut. Mais les conditions météo, est-ce qu'elles sont là ou pas ? Voilà, à 100 km/h de vent, c'est trop risqué. Ou après, les conditions de neige ou de glace, est-ce qu'elles sont donc exploitables ou pas ? Et oui ou non, quoi. Donc là, ça a été mon premier apprentissage, effectivement, de se dire, attention, on est sur un élément naturel. Et quel niveau on a par rapport à ces différents déjà voies, technicité, et quelle chance on a, donc qu'est-ce que nous offre la nature. Alors là, on était un groupe de semi-expérimentés, débutants, et donc évidemment les guides avec qui on était, puisque c'était encadré, ils ont pris zéro risque, donc on n'était pas sur un engagement maximum à dire glace vive, on s'en fout, on y va parce qu'il fait beau, et puis on appuiera bien fort sur les crampons et ça devrait tenir. Non, voilà, sage, si le guide a dit on n'a pas le niveau, hop, on rentre et puis c'est tout, quoi. Ouais. Alors là, du coup, donc, déjà, tu te rends compte que la montagne n'est pas si cool que ça. Qu'il y a des fois, il vaut mieux dire non, parce que sinon c'est trop compliqué, voire dangereux. Et donc, après ces sommets-là, comment ça se passe ? Donc après ces sommets-là, il y a eu deux choses à gérer. C'est l'arrivée de mes filles, puisque on est déjà en 2006, voilà, donc j'ai Chloé, ma première, qui arrive. Et puis après, donc 2008, la deuxième, Emma. Et en fait, en même temps, parallèlement à ça, et en jonglant avec les naissances, et en ayant l'accord de ma femme, enfin bon bref, c'est un peu bien, parce qu'elle avait envie aussi de contribuer à ça, j'ai commencé à faire mes premières expéditions. C'est bien le Kilimandjaro, mais c'est court. C'est bien comme l'Équateur, mais bon, dormir tous les soirs à l'hôtel, ça fait quand même vacancier. Ouais, voilà, c'est de la randonnée. Et là, donc du coup, je me suis lancé. Donc j'ai considéré que j'avais le niveau pour aller à 6000. Quand je dis avoir le niveau pour aller à 6000, c'est connaître comment ton corps réagit à 6000. C'est pas le niveau technique, parce qu'en fait, tu peux faire un 3000 dans les Alpes qui est bien plus technique qu'un 7000 ici ou là. C'est déjà savoir si ton corps il va supporter l'altitude. Voilà. Quoi. Et c'est là, ça avec les Andes, tu le savais. Quoi. Voilà, et c'est ça qui m'a en fait rassuré, qui m'a donné envie d'aller plus haut. Et donc le plus haut, ça a été un premier projet expédition. Là, c'est partir 4 semaines. Et là, on était en Inde. Donc c'est un sommet qui fait 7020 ou 30 mètres, quelque chose comme ça, qui s'appelle le Khund, qui est au nord de l'Inde, plutôt au Ladakh. Et là, avec une logique de partir en expédition 4 semaines, en autonomie, avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas, des Français, et avec un trek d'approche déjà de 7-8 jours pour aller se mettre au camp de base de ce sommet, et puis après avec des logiques de paliers d'acclimatation, parce que là, on va taper 7000. Enfin voilà, il faut créer plus de globules rouges que quand c'est un 5000 ou quand c'est le Mont Blanc, quoi. Donc là, là pour moi, c'était la vraie expédition. C'est-à-dire concrètement, comment ça se passe un 7000, ça commence à être... voilà. Donc j'avais le niveau technique. Maintenant, l'inconnu pour moi, c'était l'isolement, c'était le fonctionnement avec un groupe que je ne connais pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe au-dessus de 6000, quoi, en fait. Comment je vais réagir au-dessus de 6000. Donc toutes ces incertitudes-là, quoi. Et ça s'est très bien passé. Donc on a été... donc on était 11 Français, on est, je ne sais plus combien, mais 9 ou 10 au sommet. Donc des conditions idéales, à un temps
Donc parfait, et donc on est tous restés au sommet, on est resté 1 heure au sommet, il faisait un temps magnifique, et donc déjà une vue sur l'Himalaya, sur la chaîne de l'Himalaya, mais bon côté complètement à l'ouest en fait de l'Himalaya, donc magnifique. Bon, ce sera mon premier apprentissage avec les gelures, puisque j'avais un peu trop serré mes chaussures, et puis on a eu un passage de corde fixe où je me suis retrouvé en mode statique, et effectivement j'ai commencé à geler des orteils, rien de grave, c'est gelure niveau 1, c'est-à-dire que tu perds la sensibilité pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois des orteils, c'est-à-dire que tu peux taper dans un mur, tu ne sens pas grand-chose en fait. Donc ça a été mon premier apprentissage aussi, avec le choix du matériel, la gestion du froid, ou en fait le repérage des signaux qui te disent attention, il se passe quelque chose, quoi. Et en fait, comme tu les connais pas les signaux, j'ai pas eu les bons réflexes en fait en l'occurrence, quoi. Voilà. Et là c'est le démarrage du projet Everest en fait, à partir de 2005. Là on commence à être un groupe de Français, et puis en discutant en camp de base, on a le temps, parce que en 4 semaines on commence à avoir le temps. On s'est dit bon voilà, on est tous entre guillemets de la même position, c'est-à-dire qu'on est des amateurs, on aime ce milieu-là. On a été jusqu'à 7000 mètres, on a tous une vie personnelle et professionnelle, donc voilà, c'est pas notre métier. Donc on positionne un projet ambitieux pour 2 ans plus tard, donc pour 2007. Et là, sur le projet ambitieux, on est arrivé à 7000, et on se dit, là maintenant on peut taper 8000. 8000. Donc là, Mathieu, on rentre dans la catégorie des grands, parce qu'il n'y a que 14-8000 dans le monde. Et donc on en choisit un au Pakistan qui a priori est accessible techniquement pour nous. J'ai bien dit techniquement, par la voie normale, etc. En revanche, toujours la même question, c'est est-ce que notre corps va nous permettre d'aller jusqu'à 8000 ? C'est-à-dire qu'on se dit avant de faire l'Everest, tentons à 8000 pour voir si on est bien, si ça nous plaît, si on a envie d'aller plus haut, quoi. Mais là, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Pour plein de raisons avec le Pakistan, il y a eu un alignement des planètes, mais complètement défavorable. Donc je te lis a posteriori, mais... Ça s'est traduit comment, cet alignement défavorable, en fait ? Écoute, t'as plein de signaux. Par exemple, moi j'arrive à l'aéroport, comme au Pakistan, je cherche la capitale, je l'ai perdu, à Islamabad. Et là, en fait, j'ai pas mon sac. Mon sac, il sort pas de la... Le sac, il sort pas de l'avion. Il sort pas. D'accord. Ok, donc pendant 4 jours qu'on était à Islamabad, tous les jours je venais, etc. Il est arrivé le 4e jour, mais en fait il n'était jamais parti de Charles de Gaulle. En fait on avait fait un enregistrement collectif, et la personne avait oublié de mettre l'étiquette sur mon bagage. Donc en fait il est revenu, quand moi j'ai pris l'avion pour aller à Islamabad, il est revenu chez moi en fait, le sac. Voilà. Deuxièmement, en fait on devait aller se rapprocher de la ville la plus proche en avion. Bon, pas les conditions, parce qu'ils décollent et ils atterrissent à vue, pas les conditions pour y aller en avion. Donc c'est 26 heures de bus. Bon, avec un risque qui était sur des routes sympas, j'imagine. Voilà, sur la Karakoram Highway. Donc c'est une autoroute sur laquelle il n'y a pas de péage, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des péages, parce qu'en fait, c'est une route, en fait, comment dire, pas tamisée, mais en gravier, quoi, et en pierre tassée, et puis donc tu passes à côté de ravins, et puis de temps en temps tu vois des bus ou des camions dans les ravins, quoi. Et puis nous, en plus, on passait en zone un peu chaude, c'est-à-dire qu'on a fait une halte comme ça à minuit, pour vous dégourdir les jambes, parce que donc on faisait le plein d'essence et tout, et puis nous, on fait les touristes, quoi, de base, hein. Et puis là, un gars de l'armée qui est venu nous voir, pakistanais, qui dit vous rentrez, sauf si vous avez envie de servir d'otage, donc vous rentrez dans le bus, hein, vous êtes en territoire défavorable pour vous, plutôt ennemi, quoi. Donc vous rentrez dans le bus, vous serez en sécurité dans le bus. Ok. Voilà, puis après tu arrives au camp de base, et en fait, la montagne s'appelle le Gasherbrum, tu as 5 Gasherbrum, donc ça distribue comme dans un amphithéâtre, en fait. Tu as le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et c'est le 1 et le 2 qui font plus que 8000 mètres. Et en fait, on arrive au camp de base, et là, on se découvre qu'on a le permis d'ascension pour le Gasherbrum 1, alors que nous, on va faire le Gasherbrum 2. Et c'est pas le même niveau de difficulté. Le Gasherbrum 1 est plus dur. Techniquement... Voilà, problème. Bon, on s'est dit, c'était un agent de liaison, donc un officier, et donc lui, il veille à ce que tu fasses bien ce pourquoi tu as payé, quoi. Donc on s'est dit, comme il n'est pas très bon, il va monter au camp 1 ou au camp 2, et puis après, comme c'est des camps qui divergent, il ne verra pas où on va, donc c'est bon, c'est dans la poche. Deuxième élément qui arrive, c'est qu'on arrive au camp de base, il venait d'y avoir une avalanche sur le Gasherbrum 2, et 3 morts. Donc quand nous on arrive,
En fait, le camp de base se vide, tout le monde rentre à la maison, et avec 3 décès, quoi. Donc, camp de base qui se vide, ça veut dire qu'il restait 3 expéditions. Il y avait 2 Italiens, 4 Suisses, dont Mike Horn et Jean Trollier, qui étaient juste à côté de nous. Donc Mike Horn. Mike Horn, ouais, voilà. Ouais. Donc du coup, moi j'ai passé 3 semaines à côté de Jean Trollier, donc, qui est une sommité suisse et mondiale en fait des 8000, et puis Mike Horn. Et puis nous, Français. Et là-dessus, en fait, on était 8, et t'en as 4 du groupe qui disent, là il vient d'y avoir une avalanche, et on a le permis pour le Gachaboom 1 et pas le 2, on rentre. Il y a un truc qui va pas. En plus, on avait du matériel des années 50. L'agence locale n'avait pas du bon matériel, donc on rentre. On saura juste plus tard, mais on le saura qu'au retour. Heureusement qu'on l'a su qu'au retour. C'est que pendant les 26 heures qu'ils ont fait de bus, le bus, il a eu un accident. Ceux qui sont partis du camp Les de 4 base, qui sont juste- partis. Ouais. Là, les 4 qui sont Voilà. partis. Donc il y en a un qui a été rapatrié, il s'est cassé les côtes, c'est rapatriement, etc. Un autre, il s'est un peu éclaté les reins, il pissait du sang. Enfin, bon, bref, le truc, mais on le saura qu'à la fin, quoi. Donc même le retour a été épique. Et puis finalement, on s'est acclimaté, tout ça, etc. Et puis on avait notre routeur météo qui était à Chamonix, et puis il nous dit, on voyait la fenêtre météo arriver, le super beau temps et tout, et puis il nous dit, Yann, il nous dit, écoutez, là, normalement, on était au camp de base, hein. Il dit, là, normalement, il devrait neiger, un petit peu, mais après, vous avez 3-4 jours de beau temps magnifique, Donc vous allez allez-y. avoir un créneau pour y aller Voilà. facile. Et tu te lèves le lendemain matin, et au camp de base, il y avait 50 cm de neige. Donc ça veut dire dans les camps d'altitude, tu as peut-être 1 mètre de neige, donc c'est juste fini. Alors que là, c'est risque d'avalanche maximum. Donc tu dis, merci Yann, quand tu dis qu'il neige un petit peu, Ouais, c'est c'est relatif. 50 cm, c'est pas possible. Donc on est rentré bredouille en fait, hein. D'accord. Voilà, donc ça a été un Ouais. apprentissage. Ça doit être une belle frustration quand même de faire tout ce voyage Ouais. et d'une fois sur place arriver juste devant et se dire merde, on peut pas quoi. C'est Voilà. un projet d'1 an entre guillemets de Alors, préparation. c'est ça, Mathieu. Et du coup, l'enseignement là, il est que j'avais commencé à l'apprendre quand tu es en Équateur, mais c'est de dire quand tu projettes ça, c'est tu acceptes le fait que peut-être tu n'auras pas ta chance. Voilà, vous acceptez le fait que tu vas même pas pouvoir essayer en fait. Voilà. Et Ouais. ça, c'est pas simple, hein, parce que là, le Gacharoum, on est parti 6 semaines. Moi, j'étais 6 semaines sans solde. Donc ça, c'est pour les congés par rapport à l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque. C'est 6 semaines sans ma famille. Et tu rentres et tu dis, en fait, oui, le camp de base est joli, hein. Après, ce qu'il y a au-dessus, on est monté à 6000, 6004 même, mais on ne sait pas ce qu'il y a, quoi. Donc c'est très frustrant. Mais en fait, l'apprentissage là derrière, c'est de se dire quelle exigence je me mets sur le projet que je projette. Dommage pour le pléonasme, mais sur lequel je m'engage. Et d'entrée de jeu, il faut que j'accepte effectivement que peut-être j'aurai pas ma chance. Parce que les conditions ne seront pas là, ou alors les conditions quand elles seront là, j'aurai pas le niveau pour y aller. J'aurais préféré que ces conditions soient là une semaine avant, une semaine après. Bref, j'aurais pas l'ajustement de temps en disant je suis prêt et les conditions sont là, quoi. Donc on est rentrés tous bien frustrés quand même, parce que l'apprentissage il est long, hein, il se fait pas comme ça, c'est facile à dire là en discutant, mais quand tu es sur le milieu, T'es bien vénère. c'est très très dur. En plus d'ailleurs, quand tu rentres et que tu dis ça, tout le monde te dit quoi, mais tu t'engages 6 semaines sur un projet où si ça se trouve tu n'auras même pas ta chance, mais c'est nul ton activité. Enfin franchement, les gens pourquoi tu fais comprennent pas ça, quoi? forcément peut-être aussi. Pourquoi tu fais ça, quoi? Et donc là on était en 2007, on a toujours en tête ce projet de l'Everest, et donc on se dit, on va faire un intermédiaire entre 7000 et 8000, donc on va faire un 7005. Et ça existe. Donc là, ça c'est le Mustagata. Le Mustagata est en Chine. Il est en fait chez les Ouïghours, là où il y a une actualité malheureuse en ce moment. Et c'est un sommet en fait où tu peux monter en ski de randonnée jusqu'au sommet, jusqu'à 7500 mètres. Donc tu as de la neige à 5000 mètres. Un peu comme le Kilimandjaro, ça monte doucement. Voilà, ça monte doucement. Même plus doucement au final que le Kilimandjaro, parce qu'il s'aplatit un peu le sommet. Et donc tu prends tes skis de randonnée à 5000, hop, tu chausses tes skis et tu peux progresser jusqu'à 7005. Et donc de 7005 après, tu redescends jusqu'à 5000 et le camp de base est à 4005. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était 2 choses. D'abord, c'était pour moi la découverte du ski de randonnée. Moi, je faisais du ski alpin là, voilà, dans les Pyrénées, mais ski de randonnée, jamais. Et après, se dire, nous, pour l'instant, tous collectivement, on a été jusqu'à 7000. Voyons voir si on arrive à 7005. Et le choix était judicieux parce que sur l'Everest, tu commences à prendre de l'oxygène au camp 2 à 7007. Donc on s'est dit, si on arrive, alors c'est 7005
550, tu vois, le Moustagata. Et puis, bon, voilà, c'est 7007. Donc, à 100 mètres Donc près. 100 mètres près, tu sais à peu près bon. comment ton corps réagirait. Voilà. Donc, le test, c'était de se dire, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on a notre chance ? Et comment on est là-haut, quoi. Et donc, après, si on est bien, on peut considérer qu'après, si on a envie, on peut tenter l'Everest. Donc, ça s'est bien passé. On était en 2 groupes, donc ça s'est mieux passé pour un groupe que pour l'autre. J'étais dans le bon groupe. On a eu des conditions exceptionnelles. On est resté 1 heure au sommet et on est redescendu. Donc voilà, sur un projet de 4 semaines à nouveau. Du coup, voilà, ce qui a fait la réussite là, c'était notre capacité à être à l'affût ou en attente au camp de base, à attendre la fenêtre météo et poum, y aller, quoi. Donc c'était le temps qu'on s'était donné. Et donc, avec l'équipe... Là, 2 Français, tous les uns, tous les autres, on est redescendu de là, donc tous, donc avec le sommet en poche. Et là, on s'est regardé, on dit, maintenant on peut tenter l'Everest. On est prêt pour. On est prêt. Alors, c'est encore un truc inconscient, quoi, parce que tu n'es prêt de rien du tout, en fait, en réalité. Mais tu te dis, au moins, quand on sait qu'on est bien à 7005, donc après, on peut espérer avec l'oxygène que ça aille bien. Donc, on tente. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ton parcours et celui de l'équipe aussi avec qui tu as fait ça, c'est que plutôt que de faire les têtes brûlées comme certains font et se disent j'ai fait le Mont Blanc une fois et du coup je vais aller faire l'Everest, tout de suite vous avez pris le temps de faire petit à petit, en fait. Vous avez augmenté la barre du challenge de manière, je dirais, raisonnable, et je trouve ça vraiment intelligent et enfin je pense, après j'y connais absolument rien en alpinisme, mais je pense que tu as beaucoup plus de chances de réussir un sommet comme l'Everest avec cette technique, je dirais, d'y aller progressivement, plutôt que certains qui veulent le tenter beaucoup trop rapidement. Après c'est les médias aussi qui ramènent un peu ces exploits de personnes qui le tentent d'une première fois ou qui essaient de le faire, etc. D'une manière générale, en fait, quand tu es en milieu naturel comme ça, tu te sens très fragile, très vulnérable. Donc, j'ai rencontré, ou j'ai fait en sorte de rencontrer des gens qui étaient dans cette optique-là. Peut-être que, tu vois, ta réflexion est bonne, peut-être que j'ai écarté de mes relations des gens qui étaient tête brûlée, en fait, en l'occurrence. Donc après, voilà, quand tu es amateur aussi, t'es pas sponsorisé par il n'y a pas de North Face qui vient te voir pour te filer 10 000 euros de matériel. Voilà, et qui attendent de toi un résultat, c'est ça que ça veut dire. Quand tu es sponsorisé, en fait, quelque part, tu as un devoir moral de réussir. Même si on dit, ok, dans un contrat, tu vas pas t'engager sur le résultat, parce que ça dépend pas que de toi. Mais bon, tu te dis, si je tente 3 fois et que je réussis jamais, le sponsor, il va arrêter, quoi, parce qu'il a misé sur le mauvais cheval. Donc peut-être ça t'amène aussi à faire des choses qui sont... Alors que nous, on avait la liberté, c'est-à-dire que oui, on avait des sponsors, mais c'est de la love money, quoi. C'est-à-dire, ils le font pour toi. Et on n'a jamais eu une grande marque qui nous a sponsorisé, donc du coup, ils le font pour toi et pour te suivre, pour qu'on donne des informations, etc. Donc ton droit à l'échec, entre guillemets, ton droit au renoncement, il est beaucoup plus facile. Et il est accepté, est accepté d'entrée de jeu, quoi. Donc ça laisse cette capacité de se dire, les conditions sont pas là, je renonce. La montagne est toujours là, moi je suis pas éternel, en fait, en l'occurrence. Donc ça laisse cette possibilité-là, en tout cas. Quand tu es dans l'engagement sur le résultat, c'est plus compliqué de te dire ça. Tu dis, je vais quand même tenter ma chance, quoi. Et en fait, tu n'analyses pas la situation de la même façon et tu prends peut-être des risques qui sont démesurés. Et alors, du coup, est-ce que cette stratégie d'y aller petit à petit, comment ça s'est passé sur l'Everest, du coup? C'est ça qui m'intéresse. Alors, le fameux. Le fameux Everest. Puisque pour moi, c'était l'objectif. Je te redis encore, j'avais pas en tête les Seven Summits, etc. J'étais plutôt sur... En fait, dans la représentation que j'avais, moi, à ce stade, j'étais sur un projet qu'on appelle les 3 pôles. Donc, c'est le pôle Nord, le pôle Sud et l'Everest. Voilà, c'était à peu près ça, quoi. Mais pas encore sur les Seven Summits. Donc là, moi, c'était l'objectif vraiment important, quoi. Donc, là, on a changé de catégorie. Enfin, on a vraiment changé de catégorie. Donc, ça veut dire que derrière, forcément, il faut rencontrer des gens qui ont fait l'Everest, qui te racontent comment ça se passe. Donc comment ça se passe, vous allez à la rencontre de personnes qui l'ont déjà faite. Oui, c'est ça. Donc après, tu vois, moi, quand je l'ai fait en 2011, l'Everest, je suis le 90e Français au sommet de l'Everest. Donc ça veut dire qu'un ou 2 ans avant, il y en avait quand même 85 qui l'avaient fait, puisque nous, on est 3 Français et un Suisse donc au sommet. Donc voilà. Ils sont là, quoi. Et donc l'idée, c'est de les rencontrer, de les faire parler, donc déjà de savoir de quel côté ils l'ont fait. Nous, on voulait le faire du côté Tibet et pas du côté Népal.
Donc il te faut de l'information sur le Tibet et pas sur le Népal, on s'en fout. Pourquoi le Tibet plutôt que le Népal? Parce que c'est la voie la moins dangereuse. D'accord. En fait, c'est là où il y a le moins d'accidents, puisque tu n'as pas ce qu'on appelle l'icefall, qui est une cascade de glace au-dessus du camp de base à passer. Et puis après, tu n'as pas, avant d'arriver au col sud, hein, donc il y a 8000 mètres, tu n'as pas le risque des avalanches, des pentes du Lhotse, le Lhotse étant le sommet qui est juste à côté. Là, le côté Tibet, c'est une course d'arête. Donc arête, ça veut dire que tu ne peux pas avoir d'avalanche. Et tu ne peux pas avoir de pierre qui te tombe dessus puisque tu es sur l'arête. Après, le côté, donc ça c'est pour le côté sécurisant, mais la contrepartie, c'est que c'est plus aléatoire de ce côté-là, parce que tu es beaucoup plus exposé au vent. Oui, d'accord. Donc s'il y a trop de vent, tu en prends plein la tête, et donc tu ne peux pas y aller, quoi. Donc on s'est dit, nous on assure la sécurité, et on espère que les conditions sont là pour avoir notre chance. Mais en tout cas, voilà, puis c'était le pari aussi avec nos familles, quoi. C'est-à-dire que quelque part, tu échanges, et la question que tu viens de poser, ta femme, elle te la pose. Pourquoi tu fais le Tibet, pas le Népal? C'est plus cher, c'est moins cher, c'est parce qu'on parle chinois et népalais, parce que les Chinois ils parlent mieux anglais qu'eux, c'est pour la bouffe, enfin c'est pourquoi. Donc après tu expliques, et c'est rassurant, il faut le dire, quoi. Donc tu as cette rencontre, déjà le choix de la voie, le choix du chef d'expédition, la stratégie en fait d'acclimatation, parce que là on parle d'un projet maintenant de 8 semaines. Ouais. On a changé d'échelle. 8 semaines, c'est 8 semaines, pas pour faire du tourisme, mais pour t'acclimater, pour que ton corps il soit à l'aise jusqu'à 7007. Là où tu vas prendre oxygène, quoi. Voilà, donc après, ça veut dire en termes d'entraînement, tu retrouves la même logique d'entraînement physique, c'est-à-dire sur l'endurance, mais aussi un peu de renforcement musculaire. Comment tu fais ça avant, par exemple, pour le physique, avant ces 8 semaines-là? Est-ce que déjà, par exemple, je sais pas, tu t'imposes un rythme de pratique sportive plus intense que ce que tu faisais avant, ou est-ce que pas du tout, je sais pas, au niveau alimentaire, est-ce que tu te fais un mois de raclette pour avoir plein de réserves là-bas? Enfin, comment ça se passe, ce côté un peu avant-projet d'un point de vue sportif, alimentaire, comment ça se passe? Donc là, tu as pas mal de choses à mettre en place, et puis au fur et à mesure des projets, d'ailleurs, tu affines ta préparation. Comment ça se passe? Oui, pour l'Everest, en fait, tu as une ambivalence à gérer qui est, il faut que je sois prêt, mais il faut que j'arrive reposé. Donc il ne faut pas que je sois surentraîné. Comme quelqu'un qui fait un marathon, et pour l'avoir fait quelques fois moi aussi, c'est que si tu es surentraîné, le jour de la course, en fait, tu n'as pas de jus, en fait, tu n'es pas à ton maximum. Donc il faut se reposer un peu. Donc tu as un arbitrage qui n'est pas si simple. Donc que tu découvres et que tu partages avec les uns les autres, les coéquipiers, puis aussi du coup, le chef d'expédition qu'on avait. Donc tu finis à t'entraîner tous les jours, oui. Tous les jours, tu t'entraînes. Donc, qu'est-ce que c'est l'entraînement? C'est à base d'endurance et de renforcement musculaire. Donc, musculaire, c'est pour les cuisses, les mollets, les fessiers, un petit peu les dorsaux et les abdos, parce que tu vas porter un sac. Ouais. Donc, il faut du gainage. Et puis après, il faut juste, un petit peu pour les muscles. Mais c'est pas, moi, j'ai horreur de faire de la salle de musculation. J'en ai d'ailleurs, je crois, jamais fait dans ma vie. Donc, ça veut dire que tu vas faire un peu dénivelé en forêt. On s'entraînait sur la Tour Eiffel entre le premier et le deuxième étage. On faisait pile ouest, il n'y avait personne. Et donc, l'avantage de la Tour Eiffel, c'est que tu as 52 mètres entre l'étage 1 et l'étage 2 de marche. Et donc, tu sais, en 2 heures, combien tu as monté de dénivelé. Tu fais marche par marche, après tu redescends, après tu fais 2 marches par 2 marches, tu redescends, et puis etc. Après, on allait s'entraîner en forêt de Fontainebleau aussi. Tu as le parcours des 25 bosses qui a été fait initialement par des alpinistes. Et voilà, sur 16 ou 17 km, tu fais un dénivelé de 1000 mètres. Donc du coup, tu travailles la distance, la durée, donc l'effort dans la durée, et puis monter, descendre, etc., quoi. Donc il y a plein de terrains de jeu. Et puis on s'est retrouvé aussi au Puy de Sancy, je te le donne dans le mille, parce que il y avait un gars qui était à Toulouse, un qui était à Clermont-Ferrand, un autre qui était sur Lyon. Et donc quand on faisait des entraînements en situation d'alpinisme, on se retrouvait là. Et donc du coup, vous allez essayer de vous retrouver pour donc pratiquer, c'est de plus en plus, petit à petit. Est-ce que d'un point de vue alimentaire aussi, il y a une préparation qui est importante? Alors sur la pratique, je t'apporte juste un point, c'est que vas-y. Ça peut être paradoxal. En tout cas, c'est rigolo quand je suis en train de se dire, on s'entraîne au Puy de Sancy, donc dans le Massif central, et qui sont les montagnes qui sont presque les plus basses, petites, en fait, les plus petites. Ok, t'as les Vosges, t'as le Jura, mais bon, en France. Et pour aller faire l'Everest, qui est la montagne la plus haute. En fait, ce qui nous importait surtout, c'est de s'entraîner avec l'équipement.
équipement, c'est-à-dire que utiliser un mousqueton les mains comme ça, nues, c'est super facile. Par contre, utiliser un mousqueton avec des grosses moufles, Ouais. avec un masque sur les yeux et puis avec un espèce de masque à oxygène qui te fait Qui te que cache que un tu petit vois peu ta rien, visibilité. et donc engoncé en plus dans une combinaison en duvet, là c'est plus compliqué. Et en fait, l'entraînement qu'on cherchait à avoir, c'est l'entraînement en situation Non, situation réelle, quoi. réelle. Comme on avait une paroi, c'est le deuxième step. Donc t'as 3 passages difficiles donc quand tu fais le versant tibétain, et dont le deuxième. Donc comme on avait un chef d'expédition qui avait déjà fait, il nous a trouvé une paroi dans les Alpes en nous disant c'est la même. Donc on a été dans le massif du Mont Blanc pour s'entraîner sur la même paroi en fait. Et en condition, avec les grosses moufles, la reine d'ivoire, masque et etc. compagnie. Pour se dire, ok, voilà, t'as 20-30 mètres à passer, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, là on était à 3600 mètres, là-haut c'est à 8500 mètres, c'est pas pareil, mais en tout cas, c'est ça. Donc là, la question de l'entraînement, et avant de répondre à ta question de la nourriture, c'est déjà se mettre en situation pour te permettre de visualiser. Donc là, je suis presque en préparation mentale, de visualiser l'effort que tu vas produire. Et donc, quand tu te retrouves sur cette paroi, tu te dis, ok, c'est la même que celle que j'ai faite dans le massif du Mont Blanc. Elle est juste un peu plus haut. J'ai juste de l'oxygène. J'ai pas tout à fait les mêmes conditions physiques parce que je suis déjà fatigué. Mais en tout cas, j'ai le potentiel. Je peux me faire confiance. Je peux me faire confiance. Donc, c'est ça qu'on va rechercher. Alors après, sur la question de la nourriture, je t'avoue, Mathieu, je suis plutôt très mauvais sur la nourriture. Normalement, il faut un petit régime spécifique. Donc tu vois, peut-être un peu de protéines pour faire du renforcement musculaire. C'est pas une mauvaise idée de prendre un peu de gras, parce que en fait, comme il va faire froid, on va consommer de la graisse. Et en fait, je n'ai pas cette faculté à moi de me dire un mois avant, 15 jours avant, alors que je suis ici à Paris avec ma famille et encore investi dans l'activité professionnelle, de me dire, il faut que je commence à habituer mon corps à passer, alors moi je sais pas, je tourne à 2500, 3000 calories par jour, il faut que j'amène mon corps là à passer progressivement à 3500, 4000, 5000, j'y arrive pas. Donc même encore, tu vois, pour les traversées polaires, j'y arrive pas. Donc ça c'est pas bien. Hein, mais donc du coup je me mets dans le projet une fois que je suis sur place. Ça m'a pas pénalisé, mais ça veut dire derrière que tu passes subitement de 3000 calories, on va dire, par jour à 6000 calories par jour, et que tu consommes beaucoup de calories, et que finalement, et donc c'est pour ça que ta question elle est vraiment pertinente, et je fais juste le minimum, mais il faudrait que je fasse beaucoup plus, mais c'est pas mon point fort. Sur un projet comme l'Everest, tu vois, 8 semaines, tu perds 8 kilos. Sur un projet comme la traversée du Groenland, on a marché 31 jours, on tournait à 6000 calories par jour de nourriture, j'ai perdu 8 kilos. Sur l'Antarctique, où j'ai marché 35 jours, donc pour 650 km, on était à 6000 calories jour, j'ai perdu 8 kilos. D'accord. Donc quelque part, tu vois, déjà mes rations, 6000 calories jour, c'était pas assez, puisque du coup j'ai puisé. Donc quand tu pars par exemple sur les expéditions polaires, normalement il faudrait faire de raclette, tartiflette, prendre du gras, du muscle en fait. D'accord. Bon, rassure-moi, tu les reprenais ces 8 kilos à chaque fois entre-temps? Alors c'est effectivement un mauvais conseil de régime que de faire ça, puisque sur 30 jours perdre 8 kilos, ça veut dire que quand tu reviens, tu en reprends 12. Ouais. Parce que le corps est en appel, il manque plein de choses, et donc il a besoin de tout. Et puis tu te dis en plus que tu as de la marge. Ouais. Tu te dis c'est bon. Hein. Puis alors en fait, tu restes, c'est ça qui est très, très rigolo, c'est que tu restes et ton corps il reste avec la mémoire de 6000 calories par jour. Donc en fait tu manges beaucoup, tu restes à 6000, mais tu produis moins d'efforts. Donc du coup, tu fais du gras. Gonfles, quoi. Et comme tu as créé un stress pour le corps, lui il se dit attends, il me la refera pas la prochaine fois, donc maintenant je stocke, quoi. Donc tu prends 12 kilos derrière. Donc je déconseille ce genre de régime, c'est trop violent. C'est trop violent. Alors donc l'Everest, donc sur ces 8 semaines, comment ça se passe? Donc vous arrivez à un premier camp de base, à quelle hauteur? La première étape, c'est t'acclimater pour arriver au camp de base, parce que le camp de base côté tibétain est à 5200 mètres. D'accord. Ouais, t'es au-dessus du Mont Blanc, donc tu ne peux pas y arriver comme ça. Ouais. Même si tu arrives en 4x4, puisqu'il y a une route chinoise qui t'amène donc en 4x4 au camp de base de l'Everest. Donc ça a commencé par 10 jours de trek au Népal, et on était avec c'était vraiment le voyage là, donc on était
avec nos épouses. Ma femme était là pendant le trek. Et donc là, l'objectif du trek, voilà, on est parti de Lukla, Namche Bazar, c'est la petite capitale des Sherpas. Et puis on a fait Gokyo Peak, c'est-à-dire que c'est un sommet qui fait 5000 ou 5100 mètres. Donc c'était l'aboutissement du trek. Mais comme on a passé pas mal de jours à 3000 mètres, 3000, 3004, 4000, donc tu t'acclimates. Et donc après, on a traversé la frontière chinoise en bus. Et puis là, tu te retrouves sur le plateau tibétain. Et là, donc, du jour au lendemain, tu passes de Katmandou et 2 jours après, tu es au camp de base de l'Everest à 5200 mètres. Quoi. Voilà, et donc c'était le projet aussi de l'accompagnement de nos épouses, c'est qu'elles soient là jusqu'au camp de base de l'Everest. Donc tu as un premier objectif à atteindre, c'est bien t'acclimater pour arriver au camp de base. Je te dis ça, Mathieu, parce qu'effectivement, c'est une des clés qui nous a permis de réussir, c'est vraiment la stratégie qu'on a mis en place, qui consistait à pas se dire, bon, ok, l'objectif c'est l'Everest, donc go. En fait, on a eu les étapes d'acclimatation, voilà, de quelques Français qui avaient fait le sommet. Donc, se dire, ok, quand est-ce qu'il faut monter au camp 1, quand est-ce qu'il faut redescendre au camp de base, quand est-ce qu'il faut tenter le camp 2, redescendre et tout ça. Et aussi, on a découpé ce projet en plusieurs objectifs intermédiaires, de façon à se dire, ça c'est ce que j'ai appris, c'est que voilà, le premier objectif atteint, super victoire, on est content, la célèbre, ça renforce la confiance individuelle et collective, et on s'attaque au deuxième objectif. Donc le projet de l'Everest, c'est 7 objectifs en fait, en réalité. On a découpé ça en 7 objectifs, en étant bien sérieux, le sommet étant le 6e, puisqu'en fait le 7e c'était redescendre, se mettre à l'abri au camp de base. Si tu fixes comme objectif le sommet, tu redescends jamais, puisque tu donnes tout pour aller au sommet, et après tu te dis pas, mince, il faut que je redescende, parce que redescendre du sommet jusqu'au camp de base, c'est encore 10 ou 12 heures de marche. D'accord. Et tous les accidents sont là d'ailleurs, avec la fatigue, etc. quoi. Donc voilà, on a découpé le projet en objectifs intermédiaires, et là on arrive au camp de base, et puis après on a suivi la stratégie. Et comment ça se passe avec les Sherpas? Donc vous avez un Sherpa qui vient avec vous. Comment ça se passe? Vous avez un Sherpa et un guide? C'est quoi le rôle du Sherpa? On n'avait pas de guide français, c'est moi qui faisais le chef d'expédition en fait, en l'occurrence. On avait un chef d'expédition qui nous a préparé, qui avait fait 2 fois l'Everest, dont une fois sans oxygène par cette voie tibétaine, donc il nous a tout préparé. Lui en fait, il n'a pas voulu venir avec nous parce qu'il faisait un autre sommet à côté, donc il était déjà sur la saison, sur autre chose. Mais on pouvait l'avoir au téléphone si on avait des questions. Il nous a mis à disposition ce qu'on appelle un sirdar, donc c'est le chef d'expédition et le chef des Sherpas, de l'équipe de Sherpas qui était avec nous. Et nous, comme on privilégiait la sécurité, on était 7, on a pris 7 Sherpas, donc un Sherpa par personne. Ce qui veut dire que tu fais un binôme avec un Sherpa, et plus tu es avec tes amis, quoi. Et sachant que les Sherpas, l'équipe qu'on avait, on était juste sérieuse, c'est à nouveau une clé de succès, c'est que le sirdar, lui, il avait fait 11 fois le sommet. Donc lui c'est rigolo, il te dit bon là ok, il y a un rocher, juste après il y a un petit peu de plat, on pourra se reposer, puis après ça monte un peu, puis après c'est... il avait une visualisation. Quand tu dis à ton collègue de te retrouver au métro à Métier, il te connaît par cœur. Et celui qui l'avait fait le moins de fois l'avait fait 4 fois. D'accord. Donc ils étaient plus très expérimentés. Et ça c'est important, c'est-à-dire que quand tu es en milieu nouveau, nous ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui connaît le milieu. Mais ce milieu-là, c'est-à-dire qu'un guide des Alpes, qui ne se connaît pas lui-même au-dessus de 8000 et qui ne connaît pas le milieu, il ne te sert pas complètement en fait. Il ne te sert pas complètement. C'est limite plus dangereux. Parce qu'il ne se connaît pas lui non plus, tu vois. Donc il se découvre en même temps que toi. Il n'a pas un temps d'avance, alors qu'eux, ils ont un temps d'avance. Donc c'est la sécurité. Et il y a juste petit aparté, il y a des Sherpas par exemple qui sont absolument pas expérimentés. Et si tu veux tenter l'Everest, tu te retrouves avec un Sherpa et tu sais pas trop ce qu'il a fait avant. C'est un milieu que je connais pas du tout. Donc, En fait, tu as 2 catégories. Tu as les porteurs et les Sherpas. Les porteurs d'altitude et les Sherpas. Les porteurs d'altitude, ils ont le niveau physique et technique pour amener des équipements jusqu'au camp de base. Et après, les Sherpas, ils sont habilités pour accompagner un client, parce qu'on est client, jusqu'au sommet. Donc après, la question qui est posée là, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes sur l'Everest. Et donc aujourd'hui, il y a certains Sherpas qui sont formés hâtivement. Donc ils n'ont pas forcément l'expérience que nous on avait, en tout cas avec l'équipe de Sherpas qu'on avait. Après, les clés de succès, tu en as 2, c'est de les réserver le plus tôt possible.
Et puis tu as le tarif aussi que tu fixes, hein, parce qu'il y a une rémunération des Sherpas. Et donc, si tu leur donnes une rémunération juste, correcte et valorisante, ils seront plus tentés d'être avec toi que voilà. Ouais, donc alors, si tu les payes au rabais, forcément, le gars, s'il y a quelqu'un d'autre qui lui propose autre chose sur la même date, il va te laisser tomber. Exactement. Donc, c'est pas complètement réglementé, mais c'est pas complètement la jungle. D'accord. Voilà. C'est quand même encadré un minimum. Tu as un cadre. Après, voilà, maintenant, il y a, même si les permis d'ascension, par exemple, au Népal sont réglementés, il y a quelques dépassements. Et donc, voilà, il y a des Sherpas de dernière minute qui ont fait d'autres sommets, qui ont des compétences alpines, mais qui n'ont pas été sur l'Everest, par exemple. D'accord. Donc, et donc là, vous êtes sur le premier camp de base. Ouais. Et vous commencez l'ascension, donc comment ça se passe? Alors ça démarre très très mal, parce que vraiment très mal, parce que donc on arrive à 5002, le camp de base avancé est à 6004 et 2 jours de marche, et donc nous on fait un palier, on est resté 3-4 jours à 5002 pour vraiment créer du globule rouge, donc on était vraiment au camp de base, et entre temps nos Sherpas ils ont été portés du matériel avec les yaks et tout au camp de base avancé, et ils sont redescendus. Et résultat des courses, dès le 3e jour, en fait, on a un Sherpa qui commence à faire un œdème pulmonaire. Pourquoi ? Parce que lui, il arrivait de Katmandou, il ne s'était pas acclimaté, et là, il est monté au camp de base avancé, et puis il est rentré, il a fait la fête, parce qu'il s'est dit, après, je ne pourrais pas faire la fête là-haut, donc il a profité. Et puis le lendemain, le matin, il était sous oxygène, en train de faire un œdème pulmonaire. Donc dès les 3 premiers jours, en fait, on a perdu un Sherpa, perdu au sens où il a été rapatrié à Katmandou. Là, il a fallu prendre la décision, effectivement. Donc, quand tu es au camp de base, ça va très vite parce que tu as une route qui arrive jusque-là. Donc, tu as une route. Et puis, dès que tu sors du plateau tibétain, hop, tu étais vite dans des zones confortables. On lui avait laissé une bouteille d'oxygène. Donc, voilà, après, on l'a retrouvé à Katmandou quand on a fini le projet. Tout allait bien pour lui. Il avait juste un peu d'irritation sur les alvéoles pulmonaires, mais on a agi comme il fallait. Voilà, donc, on se retrouve avec 6 Sherpas et on est 7 clients. Donc, tu te dis, il y en a un qui n'aura pas de Sherpa. Donc, déjà, on verra bien, quoi. C'est moyen, quoi. C'est moyen. Et on arrive au camp de base avancé à 6004. Et là, l'événement marquant, c'est que donc on fait notre acclimatation. C'est quoi l'acclimatation ? C'est que tu es à 6004, donc le pareil repos. La première fois que tu arrives à 6004, quelques jours de repos. Après, tu vas faire un push au camp 1 qui est à 7000. Tu dors à 7000 et hop, tu redescends te reposer 1 ou 2 jours à 6004. D'accord. Voilà, donc là, tu as un premier push. Et après, tu as un deuxième push où là, tu remontes au col nord à 7000. Tu dors. Après, tu pousses au camp 2 qui est à 7007, et après, tu redescends à 6004. Et là, on est redescendu à 6004, on s'est tous regardés, on s'est dit, le projet est fini, on n'a pas le niveau là. Là, on n'a pas le niveau, on a tout donné, on pense qu'on ne peut pas aller plus haut, quoi. On était contents, on avait battu notre record d'altitude à 100 mètres près, puisqu'on avait fait le Mustagata à 7005, et là, on est à 7007, on était super contents. Mais en fait, on était foutus, quoi. Enfin, on se dit... C'est-à-dire crevé, physiquement crevé, mentalement, les derniers mètres avaient été donc, très durs pour les atteindre, et puis physiquement, aussi très durs. Donc on s'est dit, on ne pourra pas aller plus haut. C'est-à-dire qu'on dit, on a déjà tout donné, quoi. Donc on prend une bonne décision. Vous avez été suggéré, du reste, par le chef d'expédition avec qui on avait préparé le projet en amont, mais là, on l'apprend. C'est que plutôt que de redescendre, se reposer avant l'ascension finale, donc plutôt que de redescendre, se reposer à 5002 au camp de base, nous on est redescendu à 4002 dans un village tibétain. Et on a passé 2 nuits dans un village tibétain. Et alors là, donc, dans le village, on voyait encore l'Everest, parce qu'il sort de la chaîne de montagne, donc on était toujours dans le projet. Et par contre, ça fait 3 jours et 2 nuits, on a dormi dans un vrai lit, on a pris une vraie douche, on a mangé de la vraie nourriture bien fraîche, on a bu de la bière, on a partagé avec les villageois, on était ensemble, on a pu communiquer avec la famille, etc. Et là, on s'est retrouvés, la motivation, et aussi la croyance que, en fait, non, on avait les capacités, c'était toujours possible, quoi. Donc on est remonté, et là on était prêts, c'est fabuleux le truc, c'est qu'on s'est dit, de toute façon maintenant on remonte et on fait un camp par jour, et donc en 7 jours on est au sommet, puis on redescend, c'est fini, quoi. Là ça y est, on a une patate, on a récupéré, déterminé, quoi. Bon, ça s'est pas passé comme ça non plus. Mais en tout cas, on est revenus tous très motivés. D'accord. Très motivés. Donc deuxième tentative, comment ça s'est passé alors ? Là maintenant, c'est la tentative, c'est l'assaut, c'est-à-dire que tu reviens au camp de base, et puis tu montes au camp de base avancé. Et quand on est arrivé au camp de base avancé, alors là, grosse surprise. Donc nous on était prêts à se reposer 1 jour ou 2, puis après t'attaquer dans la foulée, quoi. Mais là, les cordes fixes ne sont pas installées, donc les Sherpas n'ont pas pu faire leur travail. Et puis la météo, elle n'est pas bonne.
elle n'est pas bonne, la météo elle n'est pas favorable. Sachant que voilà, on était vers le 15 mai, et qu'en plus par la radio, tu sais que de l'autre côté Népal, tous ceux qui devaient aller au sommet ont fait le sommet, puisque les conditions de l'autre côté étaient bonnes, et donc le premier au sommet, c'était le 4 mai, et le dernier c'était le 15 mai, donc la saison était finie de l'autre côté, quoi. Puis toi tu dis, t'es le 15 mai, et toi t'as toujours pas eu ta chance, quoi. Bon, mal parti. Donc là, il s'est passé, on est resté 6 jours au camp de base avancé. 6 jours. À combien de mètres À 6400 mètres. D'accord. Ça veut dire, juste dans ta tête, Mathieu, c'est que toute journée supplémentaire que tu passes, tu peux te dire que c'est une chance de moins d'aller au sommet. Parce que ton corps à 6004, il s'affaiblit. Ouais. Tu manges pas très bien, tu bois pas très bien, tu dors pas mal. très bien. Donc, toute journée passée là, tu vois, normalement, c'est un point, poum, et puis tu montes, quoi. Enfin, c'est pas un point de stationnement, quoi. Donc là, 6 jours. 6 jours. 6 jours. Et dans les 6 jours, moi on avait rendez-vous à 11h tous les matins, donc chez le chef de camp qui est un chinois, puis là tu as les météos du monde entier, et puis bah, tu as ton routeur météo, on avait un routeur météo suisse, nous, donc très bien, nous donnait des prévisions. Et puis là, le chinois il faisait un tour de table, donc tu avais les météos du monde entier, c'est-à-dire que bah, nous on parlait, c'était un routeur donc suisse, après tu avais des Français, tu avais un routeur français, bah, Yann en l'occurrence, puis après tu avais donc les Allemands, puis tu avais les Américains, les Russes et tout ça, donc tu avais les routeurs de météo du monde entier, puis chacun donc disait, bah non, moi je vois la fenêtre météo plutôt pour demain, plutôt pour après-demain, etc., quoi. Et celui qui parlait en dernier, c'était le chef de camp. Et lui, je me rappelle encore ce geste, il avait son portable, il avait écouté tout le monde, il ouvrait le portable, et lui, il avait la météo de Lhasa, donc du Tibet. Donc il ouvrait le portable et il disait, bah, la météo de Lhasa dit que c'est pas bon, donc rendez-vous demain à 11h. Et là, tu dis, mais il le savait déjà, pourquoi il nous a fait parler, quoi. Il aurait pu directement nous dire, j'ai la météo de Lhasa et je considère que c'est la plus fiable, donc je vous dis, rendez-vous demain à 11h, quoi. Bon. Donc tu rentres annoncer la nouvelle à tout le monde. Donc déjà tout le monde est dépité. Il faut gérer la démotivation, la démobilisation. Enfin le fait que tu te dis bah, on va passer une journée de plus, donc c'est une chance de moins d'aller au sommet. Et puis vient enfin le jour où c'est bon. Et là quand vient le jour où c'est bon, bah, donc tu vois la fenêtre météo arriver parce que tous les jours en fait tu sais que bah, voilà, aujourd'hui on est mercredi, bah, tu as les prévisions pour dimanche, et puis demain jeudi, bah, tu vois que les prévisions pour dimanche elles n'ont pas changé, etc. Donc tu te dis le truc est stable, donc ça se profile, quoi. Et il te faut une météo à 3 jours, parce qu'il te faut 3 jours pour monter en fait. Et donc arrive le bon jour, et en fait on fait le tour de table et tout le monde dit oui, ben là sommet c'est 20 et 21 mai, sommet 20 et 21 mai, sommet 20 et 21 mai. Et 20 et 21 mai, c'est-à-dire le 20 c'était jour plein, et 21 mai c'était jusqu'à 4h de l'après-midi, parce que c'était retour du vent, à partir de 4h de l'après-midi, rafale à 100 km/h, donc c'est plus exploitable, quoi. D'accord. Donc, le Chinois ouvre son ordinateur, Verdict. Qu'est-ce qu'il va dire? Verdict. Et là il dit, météo de Lhasa dit, fenêtre météo 20 et 21 mai, on peut y aller 20 et 21 mai. Mais maintenant il y a une règle. Il y a une règle, c'est-à-dire, il dit, le 20 mai, c'est les Chinois au sommet. Le 21 mai, c'est le reste du monde. Donc il n'y a aucune autre personne que les Chinois le 20 mai au sommet. Et là tu dis, alors attendez, vous êtes combien vous les Chinois? Ben, vous êtes 15, ok, x 2, avec les Sherpas, ça fait 30. Ok. Alors nous, le reste du monde, ben, on est 80, x 2, ça fait 160 sur la montagne. Donc vous êtes 30 et vous avez une journée pleine. Nous, on est 160 et on a 3/4 de journée. C'est comme ça. Ah ouais. Ok. D'accord. Ouais, tu rentres dans la tente, tu dis ben, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Il y en a une qui est très très bonne et une autre, je ne sais pas trop. Donc la première, c'est qu'on peut y aller. La deuxième, c'est qu'on a 3/4 de journée pour y aller. Donc il risque d'y avoir des embouteillages sur la voie. Comment ça va se gérer, quoi. Oui, puisque 160 personnes pour aller à l'Everest, alors Voilà. Ça j'y explique. suis jamais allé, mais je pense pas Voilà. que ce soit la taille d'un terrain de football. Non, ça explique les photos que tu vois où à un moment donné, tu as des Il y a des embouteillages. Tu queues, as ouais. le nombre, mais après, tu as le temps qui est possible pour faire le sommet. Donc, moins tu as de temps et plus tu concentres tout le monde qui se dit je tente aujourd'hui, quoi. Et si tu as une fenêtre de 3 jours, 4 jours, 5 jours, il y en a qui disent on tente aujourd'hui, demain, après-demain, on s'en fout, en fait. Et donc, ça éparpille tout le monde. Mais quand tu as 15 jours de fenêtre météo, c'est maintenant ou c'est maintenant. Voilà, point. Donc, ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené à arriver au camp 2 à 8000. Donc juste le camp 3 à 8000, juste avant de faire le sommet, négocier. Donc là, tu vas voir déjà ceux qui ont réussi à monter là. Nous, déjà, il y avait une personne qui avait renoncé, en fait. Donc on était plus 7, mais on était 6. Donc qui avait renoncé, qui avait trop perdu d'énergie sur les 6 jours passés à 6004. Et là, poum, donc un abandon. Et donc tu dis, qui part quand?
Donc les Russes ont pris la première position, ils ont dit nous on part à 5h30 du soir pour faire le sommet dans la nuit, etc. Normalement tu pars à 11h du soir, quoi. Et nous on dit on prend la deuxième position, on part à 8h30, parce que 8h30 normalement tu mets 10h, et donc on arrivera pile poil au lever du jour. Génial, superbe. Donc on prend la deuxième position. Et puis les Allemands ils ont pris la position derrière nous, donc ils ont pris 9h, et puis donc les Américains 9h30, etc. quoi. C'est plus ou moins ça, quoi. Voilà, on part, et on est monté trop vite, et donc on est arrivé 2 heures avant le lever du soleil. Donc en fait, plutôt que de mettre 9-10 heures, on a mis 7 heures. D'accord. 7 heures pour arriver au sommet. Et donc, tu arrives au sommet, il fait nuit, alors on avait de la chance parce que c'était la pleine lune, donc tu as une vue étoilée. Mais moi, j'ai une super photo du sommet où tu pourrais dire c'est dans un studio, quoi, dans une boîte noire, quoi. Bon, tu reconnais, il y a l'hôtel de l'Everest à côté, il y a un petit hôtel parce que les Sherpas prient quand ils arrivent au sommet, quoi. Donc tu reconnais le truc, mais autrement. Moi, j'avais une vision, après, c'est l'appareil photo et le flash qui donne ça, et tu te dis, menace. Ouais, en fait, tu vois pas grand-chose, quoi. Mais non, on a vu à la descente, quand le jour s'est levé, et là, tu as une vue, évidemment, mais on était déjà redescendu, donc tu n'as pas une vue à 360 degrés, quoi, évidemment. Et donc, on a fait le sommet, on redescend. Donc là, on est 4 au sommet sur 7. Il y avait déjà une personne qui avait abandonné. Tu en as 2 qui ont dit, non, on ne tente pas le sommet, on ne le sent pas. On va partir non pas à 8h30 comme vous du soir, mais on partira très tôt le lendemain matin. On voudrait aller juste sur la crête et voir le derrière. Et puis surtout, atteindre 8615 mètres, c'est-à-dire être plus haut que le K2, qui est le deuxième plus haut sommet de la planète, qui fait 8611 mètres. Quoi. Donc voilà, ça c'était le projet, ils ont réussi ça, ils étaient contents. Et puis du coup, on est redescendu, quoi. Mais là, c'est rigolo, quoi. C'est-à-dire, tu as l'apprentissage de te dire... Mais d'ailleurs, on me pose la question, on me dit, mais alors c'est beau, c'est magnifique le sommet. Je dis, écoute, oui, par pleine lune, c'est magnifique, tout l'environnement et tout. Je dis pas, quand je montais, j'ai vu un orage par-dessus, toi j'étais au-dessus des nuages, et donc j'ai vu l'orage dans la vallée, j'étais au-dessus. On voyait bien la pleine lune, mais c'est vrai que voilà, la photo, j'ai même pas pu faire un 360 avec une caméra, ça n'a aucun intérêt. Je dis, j'ai vu à la descente, c'était magnifique. Je dis, après, moi je retournerai pas juste pour faire la photo, c'est bon, je l'ai fait le truc. Je retournerai pas juste pour me dire, maintenant je vais faire une photo ou un 360, juste pour dire comment c'est, quoi. Donc, c'est la grosse frustration, c'est que tu as fait le sommet, mais... T'as pas le photo souvenir qui va avec, malheureusement. Et là, je te le dis avec humour, avec recul, mais pour moi, ça a été le projet le plus dur, en fait, en l'occurrence. Parce que, en fait, moi, je suis arrivé au sommet, je ne voyais plus très bien d'un œil, puisque j'avais le liquide lacrymal là, qui commençait à geler. Ouais. J'avais les 5 orteils des pieds qui commençaient à geler. Et puis, voilà, moi, je suis resté 20 minutes sur le toit du monde. Et pendant 20 minutes, j'ai eu qu'une seule obsession, c'était de me dire, maintenant il faut redescendre. Et donc tu es au sommet, tu te dis, c'est mon rêve, c'est mon rêve, je veux être là, quoi. Je voulais vraiment voir le truc, etc. Et là tu te dis, maintenant, je suis sur le toit du monde, là je suis assis, parce que je me suis assis, j'ai encore 10 heures d'effort à fournir pour me mettre à l'abri, et il faut redescendre, quoi. Il faut redescendre. Parce que j'étais pas venu là pour m'engager à fond et rester sur la montagne. Et là, tu dis, ça commence à être compliqué. Avec un choc, effectivement, que moi, j'avais pas bien anticipé, c'est que sur la montée, tu croises des cadavres, la descente aussi. Donc, quelque part, tu vois, c'est pas comme quand tu traverses un carrefour sur une route où il y a peut-être eu un accident, mais quand toi tu passes, il n'y a plus les... Il n'y a pas la vision de la mort. Il n'y a pas la vision de l'accident. Ouais. Tu dis, c'est un carrefour dangereux, mais tu sais pas s'il y a eu 2 carambolages ici, 10 carambolages, 150 carambolages. Tandis que là, tu es dans une zone qui est appelée la zone de la mort parce que tu n'as pas ta place sans oxygène, et tu vois des cadavres. Donc, c'est sûr que là, tu n'es pas bien. En tout cas, moi, je l'ai mal vécu. Et je me suis dit, là, attention, là, c'est j'en ai encore l'émotion qui revient, c'est les minutes les plus importantes de ma vie, quoi. Au sens où... tu vois la mort de près, quoi. Tu peux faire une connerie, quoi. Ouais, tu peux vite faire une bêtise et te retrouver à la place d'un des cadavres. Et la connerie, elle est très simple, c'est je suis fatigué, je m'assois, je m'endors, je suis mort. Parce que tu as cumulé un effort, alors je te donne juste l'exemple de l'effort à fournir. Tu pars J1 du camp 2 à 7007, tu pars à 8h du matin, et tu reviens J2 à 16h, donc à 4h de l'après-midi au camp de base. Et tu dors pas. Donc tu fournis 30 heures d'effort, j'ai pas calculé exactement, mais bon, un jour et demi d'effort, sans dormir.
avec une consommation qui est celle-là, c'est-à-dire que tu n'avances pas, mais même avec l'oxygène, tu es à 170 pulsations minute. Ça veut dire que chaque pas que tu fais, tu respires comme ça. Donc en fait, le premier risque que tu as, c'est un risque cardiaque. C'est-à-dire que ton cœur, il peut tenir 160, 170, 180 pulsations pendant 10 heures. Minutes pendant 10 heures. Bon, il a tenu. Il y a des études qui sont faites, effectivement, 40 ans c'est le meilleur âge, avec 38 ans c'est le meilleur âge, parce qu'après plus tu te rapproches de 60 ans et plus tu as un risque cardiaque en fait, par rapport à ces conditions-là. Donc c'était les minutes les plus importantes de ma vie, de me dire, et d'ailleurs c'est ce qui est très ambivalent, c'est que tu dis, je fais mon rêve, mais en fait ce rêve, je prends conscience effectivement du coût qu'il peut avoir en fait. Et là, je ne l'avais pas assez mesuré, il faut être clair. Tu projettes peux pas te projeter ça avant. Ah non, tu projettes le plaisir, tu projettes l'engagement, tu projettes la récompense du sommet. Voilà, je fais attention à ne pas faire de bêtises, etc. Et là, tu te dis, attention, là, si je merde, j'ai pas de deuxième chance. Et là, il y a ton Sherpa aussi qui est là pour te dire, Coco, t'assis pas, on trace. Exactement. Donc, tu as ton Sherpa, et là, le Sherpa, c'est l'ange gardien. Mm-hmm. C'est réellement l'ange gardien, c'est pas ton accompagnateur de montagne, c'est ton ange gardien. Après, ce qui n'était pas complètement rassurant, c'est que dans ces altitudes-là, en fait, on n'est pas très lucide. C'est-à-dire que je vais te dire une bêtise, mais on a globalement, c'est une bêtise, c'est pas scientifique, mais 50% des capacités cérébrales et 50% des capacités physiques. Et l'élément factuel que je peux te donner, c'est qu'on avait dit, donc quand tu es en très haute altitude, il faut boire 5 litres d'eau par jour, en fait. C'est très très sec et tu te déshydrates juste par la respiration. Et un peu par la transpiration, mais essentiellement par la respiration. Et donc on s'est dit, on marche et toutes les heures on s'arrête, on boit. Sur la montée, sur les 7 heures, on s'est arrêté une fois. À Mushroom Rock, c'est là où tu changes tes bouteilles en fait. Et c'est là qu'on s'est dit, ce serait une bonne idée de boire. Une bonne idée de boire, on avait déjà marché 3h30 quoi. Et après on a rebu au sommet quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on était 6 à s'être donné comme pacte. On boit, on s'arrête toutes les heures, et il n'y en a aucun qui a la lucidité de se dire... Justement, ça arrête. Et ça me fait penser, là, tu vois, c'est le Vendée Globe Challenge, et quand tu vois les skippers, il y en a qui ont des montres avec des grosses alarmes. Pourquoi ? Pour être réveillés. Parce que peut-être ils font un micro-sommeil, mais s'ils partent sur un maxi-sommeil, et qu'ils dorment 3 heures, c'était arrivé à Alex Thompson, en fait, sur la route du Rhum, à la fin, il s'était endormi, il s'était pas réveillé, donc qu'ils aient des trucs qui alarment. Et là, ça, c'est un enseignement. La prochaine fois, je prendrai un truc, je sais pas, qui envoie des feux d'artifice ou n'importe quoi, mais toutes les heures, qui dit c'est l'heure, bois. Parce que tu te mets en danger, c'est-à-dire déshydraté. Tous les sportifs savent que dès que tu es un peu déshydraté, tu n'es plus en logique de performance. Donc, et là, si tu ne prends pas les bonnes décisions, tu fais des mauvais pas, tu es en risque. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aurais aimé aborder cette notion avec toi, c'est la notion d'équipe. Parce que dans tous ces projets... t'es jamais seul, soit avec un Sherpa, avec un guide, avec ta femme, avec les autres personnes du projet. Est-ce que tu peux me parler, alors on n'a pas eu le temps de parler de ton expédition, mais en tout cas dans l'Everest, tous les autres sommets que tu as pu faire, comment ça se concrétise l'esprit d'équipe ? Est-ce que c'est vraiment important ? Alors, ce type de projet. L'équipe, déjà, c'est la base du projet. C'est-à-dire que là, tous ceux avec qui je pars veulent le faire en équipe. Tu peux avoir des aventuriers qui veulent faire le projet en solo. Donc, ils auront une équipe à distance. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont les aider pour les préparer, c'est ceux qui vont les aider sur la logistique, c'est ceux qui vont les aider sur la météo, etc. Mais eux, ils sont seuls dans le milieu. Nous, on est tous en équipe. En tout cas, dans les projets que j'ai pu faire, c'est en équipe. Après, tu as 2 types d'équipes. Tu as l'équipe comme sur l'Everest, où en fait on se connaissait et on a construit les projets ensemble, et donc on se connaissait en situation. Et puis d'autres équipes que j'ai pu avoir, traversée du Groenland, pôle Nord, pôle Sud, où là c'est des équipes de personnes que tu découvres presque à l'aéroport. Tu as eu des échanges avec eux par Skype, par tout ce que tu veux, mais tu les connais pas vraiment. Donc là, oui, c'est très important, parce que tu as déjà un principe, tu vois, en cohésion d'équipe qui est fort, c'est que on est interdépendants. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un petit peu comme en plongée, on est toujours en binôme en plongée. Là, c'est pareil. Si on est tous les deux en binôme, Mathieu, si par exemple toi tu commences à geler du nez, des pommettes ou des oreilles, tu ne le sentiras pas parce que le froid est anesthésiant.
Donc le seul qui le verra, c'est moi. C'est-à-dire que si tu n'as pas mis un masque qui te protège bien la peau, le seul qui le verra, c'est moi. Et donc, réciproquement, le seul qui verra si moi j'ai de la peau exposée, c'est toi. Ensuite, si on est encordé, si tu dévisses, tu m'embarques. D'accord ? Donc on s'auto-assure, en fait, en réalité. Et donc, là, il ne s'agit pas de performance, il s'agit de sécurité. Si tu dévisses, j'ai intérêt à t'arrêter parce que je pars avec toi, quoi. Ouais. Donc, tu as ce principe d'interdépendance. Donc là, tu vois, sur les éléments de cohésion d'équipe, on a un projet commun. Voilà. Tu as ce principe d'interdépendance. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas forcément le même niveau d'engagement. Il y en a pour qui c'est plus important que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont prêts à renoncer plus vite que d'autres. Et donc, ça peut amener des décisions qui vont plutôt dans un sens que dans l'autre. Dire, ouais, on y va, même si les conditions ne sont pas top, etc. Ou je me sens mieux, j'ai envie de m'engager davantage. Donc, tu as ça à gérer après. Tu as ça à gérer. Donc là, ça m'amène à te dire, la constitution de l'équipe, comment on fait. En fait, on est tous conscients qu'on a des points forts et des limites. Comme on n'a jamais été sur le milieu, la limite qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas le milieu. Donc, il nous faut quelqu'un qui connaît le milieu. C'est le chef d'expédition. Okay. Après, dans l'équipe, il y en a qui sont plutôt sur diffuser de la confiance pour les uns pour les autres. Il y en a qui sont plutôt techniques, il y en a d'autres qui sont plutôt physiques. Quand je te dis physique, c'est que par exemple, il y en a, tu sais qu'il faut qu'ils soient devant parce qu'ils donnent le rythme pour tout le monde. Donc ils ont un rythme régulier et en fait, voilà, il faut faire en sorte qu'ils gardent ce rythme régulier parce qu'en fait, ils sauvegardent l'énergie de tout le monde. Donc comment elle va fonctionner ton équipe ? Elle va fonctionner que dès le départ, le plus vite possible, on essaie de repérer les points forts individuels et les points forts collectifs. Et les mettre en place. Et après, tu as un troisième élément que l'on aborde, c'est ce qu'on appelle les règles de vie. Les règles de vie, c'est comment on va fonctionner par rapport aux situations qu'on va rencontrer. Et là, c'est clair, c'est-à-dire que tu te dis, si le principe c'est la sécurité, la montagne est toujours là, nous on n'est pas éternel. Donc par rapport à notre décision d'y aller ou de ne pas y aller, on est d'accord que le curseur, c'est la sécurité. Même si autour de nous, ils sont peut-être sur un curseur performance, engagement, et qu'ils y vont quand même. Ou après, tu as d'autres principes qui est de dire, décision individuelle, ok, si moi je ne le sens pas, le truc, je redescends. J'ai un Sherpa, je redescends. Et si par exemple, moi je décide ça, toi Mathieu, tu peux pas me dire, mais si Jérôme, regarde, on est à 100 mètres du camp ou 100 mètres du sommet, viens. C'est respecter la décision de chacun. Tu respectes la décision, c'est-à-dire là, c'est pas aller un petit effort, je suis avec toi. Non, si je suis en limite, je me connais mieux que toi, et donc, du coup, je redescends et tu acceptes que je redescende. Et on fera pas la photo au sommet ensemble. Hein, donc tu as ce principe-là. Comme tu as d'autres décisions qu'on dit, ça c'est à l'unanimité. L'unanimité, par exemple, c'est quand on a décidé d'aller pour l'Everest, on a dit on y va tous, oui ou non. Pour le sommet, j'entends, pas pour le projet. Hein. Et c'est pas, il y en a qui partent mardi, d'autres jeudi, d'autres vendredi. C'est on y va tous le même jour. Donc il faut arriver, même si on n'est pas tous d'accord, à ce principe d'unanimité. Ou après, tu peux avoir des décisions qui dépendent du chef d'expédition. Quand le Sherpa il faisait son œdème pulmonaire, c'est moi qui ai pris la décision. Alors que j'avais des tensions pour que, il descende mais il remonte. Alors que ses alvéoles pulmonaires étaient abîmées pour la saison, donc sa saison était terminée, parce qu'on se retrouvait à 6 Sherpas pour cette personne, donc j'avais des tensions de partout. Et puis lui, il voulait remonter, parce que lui aussi, il voulait être payé comme un Sherpa, et il voulait garder sa notoriété de Sherpa, parce que le résultat des courses, lui, il est plus Sherpa. Juste après, il est redescendu porteur d'altitude, mais plus Sherpa, il a perdu sa notoriété. Donc tu as des tensions dans tous les sens, mais c'est ma responsabilité pénale qu'on engageait. Donc à un moment donné, tu as tous les éléments, tu dis, vous n'êtes pas content, mais je veux dire, s'il se passe quelque chose, c'est moi qui vais devant la justice. Donc non. Donc voilà, tu as tous ces paramètres qu'on décide ensemble, comme aussi l'entraide. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est pas un principe, c'est une réalité. Donc l'entraide, ça veut dire, ok, t'es fatigué, eh bien, je vide ton sac et c'est moi qui porte ta charge. Donc c'est facile à dire ça. Hein, mais quand c'est toujours le même qui est fatigué, c'est plus difficile à gérer. Tu vois, donc après, tu as ce genre de paramètres à gérer en situation. Donc l'équipe, pour finir, je vais te prendre un adage qui est hyper connu, mais qui se vérifie là. On dit souvent, tout seul tu vas plus vite, mais en équipe tu vas plus loin. Et là, ça se vérifie, parce que globalement, tu as des paramètres nouveaux, tu as des expériences nouvelles, on peut discuter, on peut prendre des bonnes décisions. Ou pas, mais en tout cas, collectivement, en fait, on s'entend, on s'entraide, etc. quoi. Ouais, voilà, ça prend tout son sens dans le contexte de la haute montagne. Voilà. Hein, donc avec des bonnes compétences derrière, hein, c'est-à-dire c'est une équipe de cyclistes et que tu te mets à la montagne, c'est comme des montagnards qui se mettent au cyclisme. Je veux dire, moi en cyclisme je serais nul, donc après il faut des compétences par rapport au milieu, tout ça. Ouais.
On va devoir te libérer, mais ouais. On peut revenir. Alors juste brièvement, donc tu as fait le Seven Summits. Ouais. Donc qu'est-ce qui constitue, c'est quoi les 7 ascensions du Seven Summits? Ouais. Donc Seven Summits, c'est le sommet le plus haut de chaque continent. Donc c'est pas les plus hauts sommets de la planète, mais c'est le sommet le plus haut de chaque continent. Donc tu as pour l'Afrique, donc c'est le Kilimandjaro. Pour l'Europe, c'est l'Elbrus qui est à côté de Sochi, là où il y a eu les JO. Donc c'est pas le Mont Blanc, hein. L'Elbrus il fait 5600 mètres, donc un peu plus haut. Pour l'Asie, tu as l'Everest, donc qui est en plus le toit du monde. Pour l'Océanie, donc tu as la pyramide de Cartens, qui est en Papouasie, qui fait 4800 ou 900 mètres. Pour l'Antarctique, tu as le mont Vinson, donc tu as quelques chaînes de montagnes en Antarctique. Donc là, c'est pareil, c'est un sommet à 4900 mètres, avec des conditions très dures, parce que quand tu es au sommet, nous on avait du moins 47, donc je suis resté 1 minute au sommet, celui-là c'était le plus court. 1 minute, après on est redescendu quelques mètres pour se mettre à l'abri. Ensuite tu as l'Amérique du Sud, donc ça c'est l'Aconcagua, qui est en Argentine, qui fait 6900 mètres. Et puis pour l'Amérique du Nord, c'est le McKinley, ou le Denali. Obama lui a redonné son nom d'origine, le Denali, qui est en Alaska et qui fait 6100 quelque chose, quasiment 6200 mètres. D'accord. Et sur tous ces différents sommets, alors aussi sur ton expédition au pôle Sud, je dirais, sur toutes ces aventures, ça a été quoi le moment le plus difficile pour toi, auquel il a dû faire face? Alors, tu as dû faire face. Tu en as 2, donc c'est le sommet de l'Everest. Ouais. Où là, bon, j'étais un peu... Et après, tu as le dernier projet que j'ai fait, là, qui était... donc de rallier le pôle Sud en passant par la voie empruntée par Amundsen. Amundsen étant le premier à avoir été au pôle Sud en 1911. Donc il a ouvert une voie en fait. Enfin il a ouvert, c'est pas ouvert, mais il est passé par une voie. Et donc là, pour ce dernier projet, pour finaliser l'Explorer Grand Slam, je voulais passer sur ces traces en fait. Voilà, juste hommage aux pionniers. On s'est recueilli sur son cairn, un cairn qu'il avait laissé pour montrer à son équipe. Juste, l'Explorer Grand Slam, pardon, du coup, là c'est encore différent du Seven Summit. Alors, l'Explorer Grand Slam, c'est les Seven Summits, plus pôle Nord et pôle Sud en ski poulka. Donc, l'Explorer Grand Slam, c'est la continuité des Seven Summits. Ok, très bien. Et donc, ce projet-là, tu pars de zéro. On est parti, donc voilà. On était bien sûr sur des icebergs, mais tu étais au-dessus de l'eau. Tu étais au niveau de la mer, à peu près. Au niveau de la mer, monté à 100 mètres. Et le pôle Sud est à 2800 mètres d'altitude. Et en fait, ça démarre par la remontée d'un glacier, qui est le glacier Axel Edberg. Sur 70 km à peu près, tu remontes, tu arrives à 2008, parce qu'après sur le plateau, tu montes à 3002, puis tu redescends à 2008. Et là, ça a été le plus dur. C'est-à-dire que là, c'est encore cette logique des opportunités, de faire avec les éléments. On dit qu'on démarre gentiment, c'est-à-dire qu'on avait une poulka de 80 kg, et on dit les premiers jours, on marche 5 heures. Bah oui. Et en fait, le premier jour, on a marché 15 heures. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on avait vu que dans la météo, ça allait un peu se gâter, donc il fallait prendre un peu d'avance. Le résultat des courses, après ma nuit, moi je me suis levé, j'étais tout raide. J'avais des courbatures sur tout le corps. J'ai jamais eu des courbatures sur tout le corps, mais là, des courbatures sur tout le corps. C'est pas possible. Moi, je questionnais les autres. J'étais avec 2 Anglais et un Néo-Zélandais, donc eux, ils le font en mode sois fort. Je disais des courbatures. Non, un peu fatigué, mais rien, quoi. Alors, c'est pas le niveau, quoi. C'est pas le niveau. Et cette remontée du glacier a été vraiment très difficile, puisqu'on avait de la neige profonde. Et la neige profonde, ça veut dire que ta poulka, ton traîneau, en fait, il frotte beaucoup. Donc, tu remontes et ça frotte. Donc quand tu es sur de la glace, le truc il glisse en fait. Ouais, donc c'est glisse. Part, donc tu sens pas trop le poids. C'est autoporté. Ouais. Tu sens moins le poids. Là, oh là là. Et tous les jours j'avais des courbatures et tous les jours je me dis mais j'ai pas le niveau quoi. Et en plus le truc c'est que tu es au milieu de rien et tu dis en fait en plus personne peut venir me chercher quoi. Donc j'ai pas d'autre choix que de continuer. Pour déclencher des secours, donc là pour ce genre de raison c'est très très cher. Et en plus, tu n'es pas sûr que l'avion peut s'approcher. Oui, etc., voilà. Il peut aussi te dire, on vient dans une semaine. Ou... Exactement. Donc ça veut dire tu attends. Et là, ça a été vraiment très dur. La question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai le niveau? Et on revient sur ta question de la préparation de tout à l'heure. Comme tu combines vie perso, vie professionnelle et puis aventure, moi, 2 jours avant de partir, j'étais encore en train d'animer une formation au management, quoi.
Et donc, j'estimais m'être suffisamment préparé au regard de l'expérience que j'avais. Et oui, j'étais bien préparé pour le plateau polaire, c'est-à-dire pour 500 km qu'on faisait une fois qu'on sortait du glacier, quoi. D'accord. Mais pour la première partie dans le glacier, ben, j'aurais dû faire plus de renforcement musculaire. Et pour le coup, là, j'aurais dû faire de la salle, quoi. Tu vois, faire vraiment les squats et tous les machins pour avoir plus de puissance musculaire, en fait. Et là, donc, c'était une difficulté d'ordre physique. Et mentale. Parce que globalement, quand tu vois que tu n'as pas le niveau, j'étais avec des bons. C'est-à-dire les bons, ils avaient déjà été, eux, au pôle Sud par une autre voie, quoi. Donc moi, j'étais le seul à être... j'avais fait la même quantité d'efforts qu'eux en faisant la traversée du Groenland, parce que j'avais marché 31 jours, donc sur une calotte polaire, donc c'était la même chose qu'eux. Bon, eux, ils avaient fait 45 et 50 jours, mais bon, c'était la même chose, quoi. Et eux, ils n'avaient pas fait une remontée de glacier non plus, mais je me dis, j'ai pas le niveau, j'ai rien à faire là, quoi. Et donc mentalement, tu te dis, bon, ben là, c'est mon dernier projet pour concrétiser Explorer Grand Slam. J'ai surestimé mes capacités à le faire. Et là, c'est pas du tout des capacités techniques, c'est des capacités physiques et donc mentales derrière, quoi. Donc là, t'es triste dans ton UV le soir, tu te dis qu'est-ce que je fous là, enfin, puis je peux pas abandonner en plus, je suis obligé de continuer, et puis je peux pas être le dernier parce qu'on faisait un principe de roulement, et c'est dur. C'est vraiment très dur. Et des journées de 10 heures de marche, et 10 heures, t'as le temps de penser à qu'est-ce que tu fais là, quoi. Ouais. Et si tu devais donner un conseil aux personnes qui souhaiteraient justement faire l'Explorer Grand Slam, au moins les Seven Summits, mais se lancer dans ce type d'aventure, quel conseil tu leur donnerais s'il y a, toi, une chose, un enseignement, je dirais, que t'ont appris ces aventures? Et en fait, c'est le mot enseignement que j'aime bien, du coup, Mathieu, c'est avoir la patience d'apprendre. Parce que là, on a eu un échange de quelques minutes, mais ça résume 16 ans de ma vie. Il y en a qui arrivent à faire l'Explorer Grand Slam en une année, donc c'est les pros. Là, nous, sur l'Explorer Grand Slam, on est 2 Français. Il y a moins de 100 personnes dans le monde à l'avoir fait. Tu es sur des compétences qui sont différentes parce que chaque sommet est différent. Après, moi, j'ai pris que des voies normales parce que j'ai pas comme point fort d'être en escalade, je suis nul, je suis trop lourd. Donc, il faut surtout pas des voies trop techniques me concernant, autrement je peux pas monter. Donc, c'est choisir les bonnes voies, c'est connaître et découvrir son potentiel. Et puis après, fixer les objectifs en fonction de ton potentiel. Et ça passe par un apprentissage. Et quand je te dis apprentissage, c'est apprentissage et réapprentissage. Parce que quand tu passes de l'alpinisme au monde polaire, c'est pas les mêmes compétences. En fait, tu as le froid en commun, mais c'est tout. Et c'est sûrement une des raisons qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'Explorer Grand Slam aujourd'hui. Parce que ceux qui font des expéditions polaires, ils restent dans le polaire, et puis ceux qui font, et puis ils ont horreur d'attendre dans un camp de base pour s'acclimater, ils sont toujours dans l'activité. Et vice versa. Et puis les alpinistes, t'as des projets où j'engage toujours plus de technique, toujours plus d'altitude, des sommets différents dans des parties du monde différents, et donc je m'intéresse pas forcément à d'autres milieux. Donc c'est sûrement une des raisons qui fait que. Donc voilà, c'est la capacité à te dire, je redémarre à zéro, c'est un projet nouveau. Je redémarre à zéro, c'est-à-dire j'ai des compétences, mais j'ai plein de choses que je vais découvrir sur le milieu. Donc humilité et surtout grosse vigilance, c'est-à-dire être conscient de tous les éléments, tous les paramètres et prendre toutes les informations du milieu, des personnes, etc. pour te dire en quoi ils peuvent m'aider en fait, en l'occurrence. Et après, le deuxième élément, c'est, je t'ai parlé des points forts, c'est grandir sur ces points forts. C'est-à-dire c'est découvrir, parce que comme tu es dans un milieu un peu différent, tu sors de ta zone de confort tout le temps. Moi, c'est ce que je recherche, c'est une de mes motivations, ce qui te permet de découvrir tes ressources et donc d'identifier des points forts. Et donc après, c'est en prendre conscience et les utiliser, y compris quand c'est dur. C'est-à-dire que là, les expériences que je t'ai données tout à l'heure, c'est notamment la difficulté que j'avais sur l'Antarctique. Dans le glacier Axel Edberg, c'est effectivement mentalement, quoi. Mentalement, boum, tu remets tes routines de visualisation, tu mets tes routines d'activation et d'imagerie mentale. Donc là, tu te dis, ok, donc je me mets en mode machine, donc je compte mes pas sans les compter, donc tu apprends à compter jusqu'à 10. Pendant 35 jours, j'ai appris à compter jusqu'à 10, et à chaque pas, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Donc, en fait,
tu mobilises ton esprit sur quelque chose, et après tu te dis, ok, j'ai toujours fait mes projets pas à pas, un pas, et donc ma devise derrière, c'est de dire, de toute façon, à ce moment-là de l'expédition, j'ai jamais été aussi près du but. Et ce qui est une vraie réalité, même quand tu es à 500 km du but, parce que globalement, comme c'était pas la deuxième fois que je faisais ce projet, chaque pas que je faisais te rapproche du but. Et donc, comme tu as décomposé le projet aussi en objectifs intermédiaires, tu construis de la confiance en disant, ok, ça y est, premier objectif atteint, quoi qu'il en soit, ça m'a coûté beaucoup d'énergie, mais premier objectif atteint. Donc après, si tu veux, c'est cette identification et cette capitalisation des points forts qui te permettent d'avoir davantage de confiance, et confiance en tes capacités à relever ces défis-là, et faire face à des situations pour lesquelles tu es préparé au mieux, mais tu n'es jamais préparé comme il faut, parce qu'il se passera toujours des imprévus, en l'occurrence. Ok, bon, super. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Le temps nous manque malheureusement. Moi, j'aimerais bien que tu rappelles à nos auditeurs les sujets justement que tu abordes en conférence et pour lesquels justement tu arrives à faire l'analogie entre tes aventures et le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous rappeler justement ces différents thèmes ? Alors, tu as des logiques de performance individuelle et performance collective. Donc ça, c'est le point numéro 1. C'est-à-dire que je peux illustrer comment j'essaie de me mettre à mon meilleur niveau de performance pour relever ces défis. Ça va dans la fixation de l'objectif, à la préparation, à la gestion d'efforts, à la gestion aussi de la récupération, tous ces points-là. Ensuite, à la performance collective, comment on peut fonctionner au mieux, et j'en ai donné des exemples tout à l'heure. Et aujourd'hui, et c'est aussi la situation que l'on rencontre qui est d'actualité, où le parallèle avec le monde de l'aventure est fort. On est en situation inédite, Covid-19, confinement, déconfinement. On est en situation inédite au sens où tout le monde est déboussolé, on est en logique d'adaptation, on est tous sortis de notre zone de confort, donc on découvre peut-être des limites personnelles et aussi des nouvelles ressources et des points forts. Donc là, ce qui fonctionne beaucoup dans l'analogie, c'est mieux gérer les éléments d'incertitude. En fait, toutes les aventures que je peux faire, on est en milieu extrême, donc c'est un milieu qui ne te laisse pas trop le droit à l'erreur, faut le dire comme ça, il est risqué. Et en fait, la compétence que j'ai développée fondamentalement et qui m'aide aujourd'hui, tant dans l'entreprise, tu vois, Virtuous Seven, que dans la situation inédite que l'on rencontre, et dans la situation d'ailleurs qui va sûrement durer, c'est une meilleure gestion de l'imprévisible et de l'incertitude. Puisque en fait, une expédition, c'est juste que ça, quoi. C'est que ça. Donc ça m'a permis, moi, de développer des comportements. Et dans les conférences, je les illustre à travers les anecdotes. On en a partagé quelques-unes, là. Et après, j'essaie de faire des transpositions, c'est-à-dire dire, vous, tiens, on a un objectif, comment on reste dans la dynamique, quels sous-objectifs on peut se fixer, comment vous identifiez vos ressources, vos points forts. Donc quand on est en zone de confort, c'est quoi, ou en routine de performance, c'est quoi vos points forts. Puis quand vous êtes en situation inédite, là, comme avec la Covid-19, du coup, qu'est-ce que ça vous a fait ressortir comme point fort. Puis après, quand on est dans des milieux incertains et imprévisibles, nous, on apprend à faire la différence entre les éléments sur lesquels on peut agir, concrètement, les éléments qui sont hors contrôle. Donc comment on gère bien son énergie, on se focalise sur les éléments sur lesquels on peut agir. Quand je suis confiné 4 jours au moment de Noël l'année dernière, donc en 2019, à 500 km du pôle, avec des rafales de vent colossales, je ne peux pas agir sur la météo, quoi. Donc du coup, soit je perds toute mon énergie à me dire « Ah là là, il y a une tempête en Antarctique », comme si ça n'arrivait jamais, quoi, tu vois, et combien de temps ça va durer, etc. Et je perds toute mon énergie là-dessus, c'est sûr que je ne vais pas jusqu'au bout. Donc du coup, c'est comment tu te recentres derrière sur les éléments sur lesquels tu peux agir. Donc c'est apprendre aussi à faire ce distinguo-là. Et dernier point, justement, que nous on apprend, et ce que j'ai voulu illustrer, c'est comment je gère mon énergie dans la durée, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est un peu l'image de « t'as fait le sommet de l'Everest », tu penses qu'il fallait donner toute l'énergie, mais non, il en faut encore pour redescendre. Donc c'est comment tu en gardes sous le pied pour avoir suffisamment d'énergie et de lucidité pour prendre des bonnes décisions par rapport à des imprévus que tu rencontres tous les jours, et qui est Covid ou pas Covid. On est aujourd'hui dans un monde des affaires où il y a de plus en plus d'incertitudes,
Et on est de plus en plus en adaptation et réactivité par rapport à ça, quoi. Bah écoute, ce fut court au final, ça m'a paru très court. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller dans le détail de toutes ces expériences, mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien ressenti certaines, clairement, hein, un fort lien entre tes expéditions et ce qu'on peut vivre parfois dans des entreprises, notion de solidarité, de préparation, de parfois aussi savoir renoncer, c'est quelque chose qu'on aborde, enfin le droit à l'échec entre guillemets, quelque chose qui est une problématique d'entreprise assez régulière, enfin, et voilà, il y a plein d'autres thèmes que tu abordes, tu viens de nous les citer, donc je voulais te remercier pour ce temps. Et puis je voulais remercier nos auditeurs qui sont encore là, et si vous êtes encore là, c'est que ce podcast il vous a plu, donc n'hésitez pas à nous aider en mettant un petit like, en mettant 5 étoiles à ce podcast, ça nous permettra de continuer à mettre en avant profil de personnalités inspirantes comme Jérôme, voilà, donc merci Jérôme. Merci Mathieu. Et puis donc pour plus d'informations sur Jérôme, n'hésitez pas à aller consulter son profil, et à bientôt pour de nouvelles aventures.